Bonjour tout le monde. Et bonjour. Bonjour. Donc alors, petite masterclass du jour, de bonne heure et de bonne humeur, ça nous change, avec elle, Laurent Bertin. Avec moi, donc. Voilà. Et donc, on est parti un peu sur le thème questionnement, responsabilité, enfin, c'est un peu vaste. Et l'idée, ça va être de partir en questions-réponses, c'est-à-dire toutes les questions que vous pouvez avoir sur le questionnement, sur le changement, et ben vous les posez, et puis Laurent, normalement, essaye d'y répondre. Et moi, j'ai des questions de côté, au cas où, à un moment, il n'y a plus de questions. Voilà. Ça vous va? Quand ça vous va pas, c'est pas grave. Allez, parce que moi je suis pas très. J'aime pas trop préparer des trucs, j'aime bien. J'aime bien le freestyle. Voilà. Donc après, j'ai du stock, hein, mais je suis toujours plus intéressant de partir du groupe, des gens qui sont là, de là où vous en êtes, des questions que vous pouvez avoir, peu importe le sujet. On y va, quoi. Allez, c'est parti. À vous de jouer, les filles. Je vais afficher le chat quand même. Hop. Voilà. Comme l'Ecovision, il y a Comme toujours un d'hab. temps de. C'est- temps de- Alors, attends, parce que... Vas-y, Christelle, salut. Bonjour. Ils connaissent pas peut-être les gens, je sais pas moi. Non? Si. Vous connaissez pas Laurent? Moi, c'est vrai que je pars du principe que tout le monde te connaît. Ah ben, Laurent Bertin, formateur, coach hypno, comment tu dis maintenant? Bon, c'est un peu tout ça, quoi. Un peu tout J'ai ça. longtemps entraîné, tenu le blog Hypnotian, que je parlais pas mal d'hypnose, d'approche, de thérapie. J'ai des covisions gratuites, donc supervision gratuite tous les 15 jours. Là. Gros, avec 600 heures d'archives, un gros travail. Et j'accompagne depuis plus de 10 ans là, les stagiaires, les hypnos. J'ai fait beaucoup d'aide d'installation. J'étais co-directeur de l'Arche pendant une période. Donc c'est un endroit, un domaine que je connais bien. Puis aujourd'hui, j'écris plus, un peu plus large tous les jours sur mon blog qui s'appelle laurentbertin.com. Voilà, pour faire très court. Et que tu as 2 formations que j'ai faites et qui sont vraiment cool sur expert du changement, expert du questionnement. C'est ça. Donc, l'hypnose, la technique, c'est moins mon truc. Mon truc, c'est plus le travail sur le changement en général, l'évolution personnelle, le travail par le questionnement, la posture aussi, beaucoup, l'attitude en thérapie, etc. Ce qui aide beaucoup à, comme là on est un peu chez Anna dans Oser se lancer, hein, ce qui aide à se détacher des problématiques de légitimité, de pas oser, d'avoir cette posture de partenariat et de curiosité de l'autre, plus que du savoir-faire, de dérouler le protocole machin, la technique bidule. Moi, j'ai fait beaucoup d'écoles, hein, comme formateur et superviseur. Et très souvent, les stagiaires qui en sortent, ils ont ces problèmes de légitimité, ce qui est normal aussi, hein, parce que manque quand même beaucoup de savoir, de connaissances. Mais même les gens qui ont fait psycho et tout ça, ils ont des problèmes. Hein, donc voilà. Donc si vous avez des questions sur ces sujets-là, je suis un gros défenseur de la prise de responsabilité, du 100% responsable. Ça aussi, on peut en parler si vous avez envie. Ça, c'est une main qui se lève, ça veut dire... Oui, oui. D'accord. Désolée, excusez-moi. Voilà, le temps de me mettre dans le bain. Justement, en fait, par rapport à cette question de légitimité, je rebondis là-dessus parce que c'est pas. En fait, je pense que c'est dans toutes les carrières, en fait. Dès on se met à son compte, on a ce problème de légitimité, de comment je vais pouvoir me vendre, etc. Et en hypnose, moi, je suis clairement dans la situation. Je commence enfin, petit, ouais, mais vraiment petit. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai un de mes souhaits, c'est d'accompagner les gens à la reconversion professionnelle. Moi, je travaille d'abord sur moi avant d'accompagner les gens à la reconversion. Mais du coup, c'est comment aller, en fait, quelles sont les actions qu'on peut mettre en place pour aller dégommer, en fait, cette légitimité et finalement, aussi cette question des légitimités, qu'est-ce qu'elle vient, qu'est-ce qu'elle vient titiller, quoi, en fait? C'est quoi la racine, en fait, de cette légitimité? Je pose la question, c'est parce que j'ai travaillé avec ma psy, j'ai pas encore trouvé la réponse, mais si vous pouvez m'aider à avancer, ça peut être cool. Ouais, j'imagine que c'est des choses que vous abordez avec Anna, non? Dans le programme et tout? Alors, moi, je viens tout juste de commencer Ah, d'accord. l'accompagnement avec Anna, donc en fait, je suis pas du tout, enfin pour l'instant, encore dans le bain. Moi, en fait, de mon côté, j'ai passé différents diplômes, PNL, hypnose.
hypnose avec la méthode sagesse et là avec la méthode ericksonienne. Voilà, c'est toujours des questionnements. Est-ce qu'on va aller jusqu'au maître Pratt? Est-ce que c'est important d'aller jusqu'au maître Pratt? Moi, je pense que sur certains aspects, oui, mais après, ça n'empêche pas de commencer l'accompagnement avec des personnes, en tout cas, et commencer le business. Mais voilà, c'est toujours cette légitimité. Moi, j'ai l'impression que on se dit, non, mais il me faut encore ce diplôme-là. Et quand j'aurai ce diplôme-là, eh ben, ça y est, je serai capable d'accompagner des gens. Alors que bon, j'imagine que non, quoi. Mais du coup, comment on peut aller dégommer en fait cette légitimité? Tu peux pas. D'accord, c'est intéressant. Ok, donc en fait, il faut dealer avec, c'est ça? Bah, c'est Anna, si c'est un sujet que tu abordes en long, en large et en travers dans ton truc, c'est peut-être pas, tu dis, c'est peut-être pas la peine qu'on en parle, Mais je euh, pense que c'est intéressant de la euh, le, rabâche. le, C'est toujours bien. le fond derrière ça, c'est le syndrome de l'imposteur qui traîne hein, derrière. Le truc, c'est que pour penser qu'on est un imposteur, il faut penser qu'il n'y a pas d'imposteur. Il y en a qui ne le sont pas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Qu'on l'est tous. ok. Et donc, l'idée même de base de vouloir dégommer un truc, ça pose problème parce que ça lui donne une existence. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, Et donc, complètement. la question de la légitimité, elle est complexe parce qu'elle aborde plein de sujets. Tu vas avoir la légitimité de la technique. Donc là, c'est du travail, de la compétence, de la pratique. Tu vas avoir la légitimité de, mon Dieu, comment je vais faire pour aider les gens, quel outil je vais utiliser, etc. Mais là, ça va développer la connaissance du changement. Les 99% des problématiques autour de la légitimité, c'est des problématiques de compétences. Ok. Les gens, ils cherchent des réponses émotionnelles. Donc, tu attends d'être dans un état où tu te sens bien, parce que tu dis, ah, ça y est, je suis enfin légitime. Ça n'arrive que quand tu as pratiqué et développé tes compétences. C'est pour ça que je te dis que ça part jamais. Mais le Ok. problème, c'est quand tu développes tes compétences, on a ce qu'on a fait l'effet Dunning-Kruger, enfin tout tu vois, tu dis, ah ça y est, j'ai compris, Dieu, l'univers, le changement, ah, je suis un maître, et puis pouf, et après, plus tu avances dans l'évolution personnelle, dans le changement, plus tu te rends compte que tu sais rien, et qu'il y a plein d'aspects compliqués. Moi, dans toutes mes covisions, on me posait une question, je réponds toujours, ça dépend. Parce que D'accord. la légitimité, je veux dire, ça dépend de toi, ton histoire de vie, le problème de légitimité pour toi et pour les autres sont pas les mêmes. Il y a un fond qui est le même, et donc, plus tu vas avancer, plus tu vas te rendre compte qu'il y a des trucs qui te manquent, et donc ça partira jamais. Parce que derrière ce problématique de légitimité, à mon avis, il y a beaucoup de belles choses. Comme moi, j'ai toujours dit depuis des années en aide d'installation, je dis ceux qui n'ont pas ce problème-là, ils m'inquiètent. Tu Ok. fais 15 jours de formation, je sais pas où, et que tu te sens légitime, chez moi, ça allume tous les voyants rouges, tu vois. Et donc, c'est aussi apprendre à faire de ces défauts, de voir ce qui est chouette dans nos problèmes. Et le fond de la légitimité, c'est surtout un rapport au changement, et c'est pour ça que moi, je parle beaucoup du questionnement, de la curiosité, c'est qu'on croit qu'on doit savoir pour l'autre. Ok. Hein. Alors qu'en fait, t'es juste un accompagnateur, au final. Ouais, mais juste, tu Oui, vois. mais quand je dis... Oui, mais parce qu'en fait, c'est bien l'autre qui a ses propres réponses. Toi, t'es un catalyseur. Ouais, alors ça, c'est des trucs qui sont super faciles à dire. C'est toute la Oui, philosophie on dans est d'accord. ma formation sur le questionnement, qui est assez complexe d'ailleurs, parce que c'est ça le sujet, c'est que ça, c'est des choses qu'on dit, que tu entends en formation, mais qui ne sont pas incarnées souvent par les formateurs, Mhm. et qui en plus sont hyper difficiles à vivre. Parce que pouvoir dire je suis qu'un catalyseur, je ne fais rien, déjà, c'est pas complètement vrai. Et ensuite, en pratique, t'as envie de te sentir utile et toi. Et donc, tu te fais payer en plus. Donc, tu as tous les enjeux de l'argent qui traînent derrière. Mhm. Donc, tu fais payer quelqu'un, je dis n'importe quoi, 80 balles une séance. Dire, ah, c'est pas moi qui fais, c'est vous, je ne sais rien, je suis qu'un catalyseur. Pour les gens qui débutent, c'est compliqué. Et réussir à vraiment incarner ce truc-là, d'avoir rien à faire que les gens changent, que c'est pas un besoin que les gens changent, mais d'avoir quand même envie qu'ils changent et de les aider. La frontière, elle est très très fine. Mais c'est pas évident à développer. Mais le fond, je pense, on enseigne surtout en hypnose hein, le changement rapide, le truc qui va vite. Dans toutes les formations que vous avez dû faire quelque part, vous entendez le présupposé, c'est que l'hypnose c'est rapide et que c'est magique. Tout ça, c'est des conneries. Voilà. Mhm. Donc, l'hypnose est un outil puissant, mais c'est pas, ça va quoi.
Toi. Si c'était si magique que ça, il n'y aurait pas d'autres formes de thérapie, on ferait que ça. Et c'est pas le cas. Si tu fais Mais un en peu fait, de... c'est même au niveau des clients, en fait, ils pensent aussi que c'est quelque chose de magique, comme si on prenait un dafalgan et que le problème était réglé, en fait. Ils prennent Oui, l'hypnose pour un dafalgan, en fait. parce qu'on communique dessus comme ça. Et Ouais. donc, même si c'est un outil puissant, hein, je ne mets pas ça en question, mais la plupart des formateurs, des experts que moi je connais, ils voient les gens en moyenne 4 ou 5 fois, tu vois. Sauf que, en moyenne, hein. Et donc, les stagiaires sortent de là, ils se disent qu'il faut qu'ils changent les problèmes de tout le monde en 5 minutes en une séance. Donc, forcément, on se sent pas légitime. Ok, Parce que c'est hyper merci. complexe. Et, attends, je peux partager un schéma? Je vous partager un schéma? Je peux? Comment on fait? Partager l'écran, j'imagine. Attends. Faut que je ferme mes trucs privés, mes machins sexuels et tout. Alors, attends. Hop. Ceux qui ne me connaissent pas, maintenant, vous me connaissez. Et donc, partager. Vous voyez là? Oui, Alors, attends, comment je fais ça? Vous voyez toujours là? oui. Ça, c'est un des trucs qui est dans ma formation sur le questionnement, qui est assez dense et qui demande quand même beaucoup de travail, hein. C'est pas un truc que je recommande de faire forcément quand on débute. Donc, ça, c'est pour illustrer la complexité d'une demande en cabinet. Ok? C'est les enjeux d'une demande. Donc, quelqu'un arrive, il dit bonjour, je dois avoir confiance en moi. Derrière cette phrase-là, il y a tout ça. D'accord? Donc, ça, c'est le contenu, ce qu'on appelle le contenu que tu as dû voir dans vos formations à gauche, à droite. C'est l'histoire que racontent les gens. En général, ça nous intéresse pas trop, parce que c'est pas dans le contenu que le contenu, c'est ce qui est arrivé, c'est le, c'est pas ce qui se joue émotionnellement, c'est ce qu'on raconte de ce qui se joue. T'as compris? Ouais. Mais dans le contenu, il y a des informations utiles. Donc, vous voyez quand je bouge ma souris ou pas? Ouais. Donc, il y a les gens, la demande, j'ai pas confiance en moi, elle a besoin d'être entendue, dans le sens où quelqu'un qui n'a pas confiance en lui va peut-être avoir envie de parler, comme tu viens de faire sur la légitimité, je t'ai laissé parler, tu vois, parce que tu as besoin, si je t'avais coupé, j'ai dit, ah, ça sert à rien, la légitimité, je t'aurais balancé mon truc, tu m'aurais dit, c'est qui ce gros naze, tu vois. Donc c'est une façon de créer le rapport. Le problème, c'est que cette légitimité, c'est un peu ce qu'on vient de faire ensemble. J'illustre par ce schéma ce qu'on vient d'évoquer ensemble. Moi, j'ai pris les raccourcis, parce que je connais le sujet par cœur, mais en cabinet, c'est un peu différent. Quelque part, dans ta légitimité, tu exprimes une plainte. Et tu vas aller chercher des raisons à ton contenu, je me sens pas légitime, des plaintes, ouais, tu vois, je me sens pas, est-ce que je fais une formation, est-ce que je dois faire maître praticien? Moi, j'appelle ça des solutions inefficaces. C'est juste en dessous, tu vois, remède inefficace et des plaintes. C'est ce qu'on retrouve chez beaucoup de stagiaires. Ils vont dire, ah, je me sens pas légitime. Ah, bah, donc, je vais faire une nouvelle formation. Tu fais une nouvelle, ça marche pas. Alors, tu dis, bah ouais, mais c'est parce que je suis pas maître prat. Quand je serai maître prat, ça ira. Et en fait, ça ne va jamais. Et donc, c'est une quête sans fin. Et tu te retrouves avec des stagiaires que j'appelle les éternels étudiants, qui ont fait toutes les formations de la Terre, mais qui ont vu un client. D'accord. Il n'y a pas de secret, hein. Je te résume toute cette Oui, 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 masterclass, oui. si vous voulez, en 3 mots, c'est pratiquer, pratiquer, pratiquer. Voilà, c'est tout. Personne n'échappe à ça, c'est pas possible autrement. Donc, on va chercher des remèdes efficaces, puis tu vas te raconter des histoires. Tu dis, ouais, je vais faire maître prat, mais si, parce que moi, j'ai une copine, elle a fait maître prat, nanana, et puis on m'a dit quand même, ça avait vachement aidé, j'apprends des nouvelles techniques, nanana. On se raconte des histoires, tu vois. Ça te rappelle quelqu'un? Non, pas du tout. D'accord. Ça va créer des symptômes, et le symptôme, ça va être, je comprends pas, je fais plein de trucs, et je me sens toujours nul. Et toi, tu arrives avec ça en cabinet. Et la demande, c'est toujours, je regarde confiance en moi, hein. D'accord? Et de ça crée des blocages, parce que comme tu mets en place des solutions efficaces, tu te rends compte que tu as des problèmes, et tu te racontes de nouvelles histoires sur tes problèmes. Tu comprends ce que je veux dire? Très bien. Et tout ça, c'est les structures qui sont derrière. Donc c'est des problèmes de fond, et c'est dans les structures ici, moi je fais des gestes avec ma main, mais vous voyez pas ce que je montre à l'écran, c'est un peu con, donc c'est dans toutes les structures qui sont derrière, se joue, c'est pour ça que je dis c'est différent pour chaque personne, on est tous pareils dans le contenu, dans ce qu'on se raconte, si tu veux, et dans les structures et ce qui se joue derrière, on va tous avoir notre histoire différente. Ça peut venir de ton éducation, tu as été éduqué avec un système de perfection en fonction des notes, ça vient du système scolaire beaucoup, ça vient de plein de trucs, tu vois, ça peut venir de ta formation où les formateurs, ils t'ont dit, t'as le droit de faire des erreurs, mais dès que t'en faisais une, on t'envoyait un recadrage dans la tête, on te disait, attends, faut pas faire ça, machin. Et donc tout ça fait que tu te sens pas légitime, ça vient de la société du milieu
du développement personnel, en l'occurrence là de l'hypnose, qui présuppose que tout doit aller vite, que ça doit être rapide, que les gens doivent changer vite. C'est des apprentissages, ça, qui sont des raisons à ce que tu te racontes, qui sont des raisons à des problèmes émotionnels, qui viennent toucher des ancrages, des histoires personnelles, des valeurs, etc. Et dans ces structures-là, il y a ce que je te disais, derrière la légitimité, il y a des belles valeurs. C'est l'envie de faire bien, l'envie de faire attention, l'envie d'aider les gens correctement, l'envie de pas être dangereux, l'envie de pas faire de mal. Oui, Tout ça, surtout. c'est des choses qui sont importantes. Et donc, une fois que tu sais ça, bah, tu mets cette attention-là sur l'autre et pas sur toi. Et la légitimité, le problème de légitimité s'en va. T'as compris ce que je veux OK. dire? Ouais, c'est bon. OK. Et donc, voilà, j'avais d'autres slides. Et pareil, sur le... Je présente ça rapidement. Anna, je m'emballe dans tous les sens comme d'habitude, tu m'arrêtes. Hein. Donc, Bien. c'est un modèle que j'ai créé dans la formation qui s'appelle Merci le changement. Et en fait, un des problèmes majeurs du fait que les gens n'osent pas, qu'ils ont des problématiques avec le changement, c'est qu'on ne comprend pas les différents niveaux de changement. Le modèle Merci, il illustre ça, c'est ce carré-là. Le M, c'est pour marquer. Donc, on change dans la vie, des fois parce qu'on est marqué par quelque chose. Tu as une expérience forte, je sais pas, tu es dans un ascenseur, les freins lâchent, tu penses que tu vas mourir, tu es marqué par l'expérience, tu peux ressortir avec une phobie de l'ascenseur. C'est pas un truc qui a été conditionné pendant des années. Ok? On va, je sais pas moi, tu as un accident, tu vas à l'hôpital, tu vois des gens malades, c'est des expériences qui nous marquent. Ça peut être un film, ça peut être un livre, hein, qui nous marque et donc qui nous change instantanément. Ok? Donc là, on peut changer très vite parce qu'on est marqué par quelque chose. L'hypnose peut créer ça, typiquement, parce que l'expérience de la transe, du phénomène hypnotique, de la main qui se lève toute seule, du truc qui se colle sur le front, etc., est une expérience marquante qui peut générer beaucoup de changements sans avoir fait de thérapie. Vous comprenez bien? Ensuite, il y a le pilier, le E, on va faire le pilier conditionné, c'est tout ce qui s'installe dans le temps. C'est tout ce qui fait qu'on a été conditionné par l'éducation, par le système, par les petits trucs qu'on nous a dit, c'est des choses qui prennent du temps et qui peuvent venir d'expériences qui nous ont marqués. Okay, je suis conditionné à réagir comme ça. C'est humain, on est des machines sur pattes. Hein, si vous vous intéressez un peu au biais cognitif, à la psychologie sociale, etc., on se rend compte qu'on a le libre arbitre, on en a pas. On fait que répondre à des conditionnements, à des apprentissages. Un autre pilier important, c'est le pilier d'évolution personnelle. Et c'est un des piliers majeurs. C'est partout où on trouve ça, la connaissance de soi, l'intelligence émotionnelle, le développement spirituel, le travail sur les habitudes, le comportement, le regard sur soi, sur la vie, la philosophie de vie, enfin tout ce qui est, qui on est, à quoi on croit, comment on fonctionne, ça se retrouve dans le pilier évolutif. C'est le chemin de toute une vie. Vous êtes OK avec ça jusque-là? Le problème, c'est que, ensuite, je termine avec ça, je viendrai après, il y a le pilier d'influence. L'influence, c'est tout ce qui nous entoure. Donc c'est l'entourage et l'environnement. Matériel aussi, hein. On trouve des approches autour du minimalisme et ce genre de choses. L'influence est hyper important et je pense que c'est négligé par beaucoup de gens. Si tu es entouré que de gens qui te disent que tu es nul, ça va être compliqué de te sentir bien un jour, tu vois. Donc, dis-moi de qui tu t'entoures et je te dirai qui tu es. Et l'influence, tous ces piliers sont reliés. Hein. Si tu es influencé par des parents qui te jugent et te critiquent toute ta vie, tu vas être conditionné à croire que tu es mauvais. Ce sont des expériences qui vont peut-être te marquer parce que tu vas les vérifier à l'école quand une maîtresse t'aura dit « Ouais, t'es nul, va au coin ». Ça t'aura marqué parce que c'est venu d'un conditionnement et ça t'empêchera d'évoluer. Vous avez compris jusqu'à là? Okay. Et le pilier le plus important, à mon sens, on ne peut pas changer ces quatre-là tant qu'on n'a pas changé le pilier de responsabilisation qui est « Je suis responsable de ce que je vis ». Donc, pas au sens coupable, d'accord? C'est je suis responsable de ce que je fais, de ce qui m'est arrivé. Ok? Vous avez suivi jusque-là? C'est à moi de faire quelque chose avec ce qui m'est arrivé. Ça peut pas être les autres, l'extérieur, le machin, le truc qui change. Ça vient forcément de ce que je décide de faire. C'est une philosophie de vie qui est un peu complexe, qui est simple à expliquer, mais qui est pas simple à vivre et à mettre en pratique au quotidien. Le fond de ça, c'est que... Est-ce que j'ai d'autres choses? Ouais. Il y a pour résumer un petit peu, je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais donc dans l'évolution, à ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est tout ce qui est connaissance de soi, habitude, enfin, je ne redis pas tout ça. Le fond de ça, c'est que souvent on ne va pas se sentir légitime, on ne va pas oser faire des choses parce qu'on travaille avec notre outil au mauvais endroit. Si tu fais de l'hypnose, ton taf, c'est le conditionnement. C'est tout.
Ton travail, c'est de travailler sur les automatismes, les micro-traumas, tout ce qui génère des automatismes émotionnels. Sauf que la plupart des gens qui ont été formés à l'hypnose, ils essayent de travailler sur le pilier d'évolution. Ils donnent des cours de psycho, ils font de la psychologie de comptoir, ils donnent des conseils. Il y a tout un souci là. Et donc forcément, on ne se sent pas légitime parce qu'on est en dehors du champ de compétences de ce qu'on a appris. Monsieur, si tu veux travailler sur le pilier évolutif, il faut développer la connaissance de soi, la psychologie, tout ce qui tourne autour des biais cognitifs, comment on crée des habitudes. C'est comme les hypnos qui donnent des prescriptions de tâches, qu'on a appris ça en une demi-journée. C'est juste pas possible. Une prescription de tâches, c'est des jours et des jours de travail, de connaissances stratégiques. Donc si on se sent pas légitime, c'est normal. Et pareil, on travaille pas sur le pilier de l'influence avec les outils de l'hypnose. On est sur une démarche de philosophie de vie, de faire attention à son entourage, d'attention à soi et aux autres, et tous ces trucs-là. C'est clair ça, le modèle pour vous? Et donc, très souvent, ce qui se passe dans une séance, c'est qu'on mélange tous les piliers, et en plus, on va chercher, et j'ai oublié de parler de ça, il y a progressif, rapide, externe et interne ici. C'est qu'on va essayer de faire... Le conditionnement, ça peut être très rapide, ça peut être un peu lent aussi, parce que des fois, ça touche un pilier évolutif. Okay, mais l'évolution personnelle, c'est un chemin toute une vie. Tu ne travailles pas la connaissance de soi en 2 jours ou en 1 heure. C'est toute une vie. Tu crois que tu te connais, mais il y a encore plein d'aspects que tu n'as pas explorés. Et on va chercher avec un outil d'hypnose qui est censé être rapide, parce qu'il peut travailler sur des automatismes, à résoudre des problèmes qui demandent du temps. Donc ça marche pas. Et donc on ne se sent pas légitime, on n'ose pas, on est perdu, les clients ne comprennent pas non plus. Et c'est quelque chose qui est important, parce que les clients, ils viennent chercher ça, le pilier évolutif, mais ils demandent la vitesse d'un marqué ou d'un conditionné. Vous comprenez l'idée? Et donc, je pense que c'est des nuances importantes à comprendre, parce qu'au moins ça nous dit où on décide de travailler. Je crois que j'ai d'autres slides qui pourraient être sympas. Non, c'est pas celui-là. Voilà. Et donc, il y a un truc dont je parle souvent aussi, c'est des rôles relationnels. On mélange les rôles. Dans la vie et dans le cabinet, on peut avoir plusieurs rôles. Votre problématique, à vous, je dis vous, les stagiaires en général, qui osent pas, qui se sentent pas légitimes, c'est que vous mélangez les rôles. Et vous travaillez dans un rôle qui n'est pas le vôtre. Typiquement, quand on est thérapeute, on prend en charge la souffrance. C'est-à-dire qu'on a l'expérience, on a les connaissances pour travailler sur des traumas, des PTSD, des traumas lourds, des traumas complexes. Ça demande du savoir, de la compétence, de la pratique. Ce qui n'est pas forcément des choses qu'on enseigne en hypnose. Hein. Le coach, c'est l'approche du coaching. On est plus tourné sur l'action, sur le questionnement. On prend pas en charge du tout la souffrance en coaching. Il n'y a pas de c'était comment quand tu étais petit avec ta mère, etc. Et on travaille pas là-dessus. On travaille vers le futur, vers l'action. C'est un peu le coach. Le problème, c'est que c'est aujourd'hui très mélangé, mais c'est l'idée. Le consultant, c'est pareil. Le consultant, c'est j'ai une expertise sur un domaine, je te conseille des choses. Ce que moi, je suis en train de faire là, quasiment. Ok ? Mais il faut avoir une expertise. Il faut connaître les étapes. Il faut l'avoir déjà fait plusieurs fois. On ne devient pas consultant, je sais pas moi, dans un domaine sans rien y connaître. Okay, un consultant sportif à la télé, en général, il connaît son sujet. L'enseignement, c'est pareil. On pourrait penser que c'est la même chose que le consultant, mais c'est pas la même chose. Un enseignant, il transmet avec pédagogie. Donc, il sait découper des étapes d'apprentissage pour que les gens puissent intégrer l'apprentissage. Ok ? L'expert, il donne son avis. L'auteur, il diffuse un message. J'en ai vu plusieurs pour que les gens comprennent bien la différence. Le speaker, c'est celui qui parle en public, qui fait de la scène, etc. Il transmet un message au travers d'histoires, de storytelling, etc. Il y a le mentoring, qui est un truc que moi je fais plus dans mes supervisions, typiquement. On prend sous son aile, on transmet sa philosophie. Le facilitateur, il y a des gens, ils ont des talents naturels pour ça. Ils aiment bien organiser les gens, les faire se connaître, les faire se mettre entre eux, et créer cette dynamique de groupe. Si ça, c'est votre style, et votre énergie, par exemple, mais que vous faites de l'hypnose en individuel en cabinet, vous êtes en train d'éteindre une de vos zones de génie. Et donc, vous vous sentez mal. Vous comprenez l'idée? Je fais très court sur des sujets où il faudra en parler pendant 3 semaines. Hein. Et quand on est dans aucun de ces rôles-là, c'est un peu catégorique et un peu rigolo, on se tait. Donc, en cabinet, si quelqu'un vient chercher un thérapeute et que tu essayes de faire ton enseignant ou ton expert ou ton truc, ça crée des conflits de posture. Vous comprenez? Si tu fais de l'hypnose, ton travail, c'est les automatismes. C'est pas forcément de faire de la thérapie de psychologie, des TCC et d'autres machins. Et c'est pas d'être consultant et c'est pas d'être coach. Et des fois, oui, mais à ce moment-là, on change de rôle relationnel pendant une séance.
on en parle avec le sujet, on lui demande l'autorisation et ça se déroule tout seul. Parce que des fois, vous avez envie de dire, si vous avez déjà pratiqué, des trucs à des clients, parce que c'est des évidences, c'est des trucs que tout le monde sait. Non? Ça vous arrive jamais? Donc c'est pas l'hypnose là le sujet, c'est qu'on est dans un rôle plus de consultant en enseignant. Ce que moi j'appelle la psychoéducation typiquement. Ce que je suis en train de faire là quelque part. Je fais de la psychoéducation sur des mécanismes humains pour que les gens puissent comprendre et savoir ce qu'ils demandent. Parce que si ton client il dit attends, mais moi je viens chercher de l'évolution personnelle en fait, je veux développer ma spiritualité, je veux mieux me connaître, mieux m'accepter, développer mon estime de moi, etc. On peut travailler sur des conditionnements, mais le fond, c'est que c'est un travail qui va prendre peut-être un peu plus de temps, qui est une démarche personnelle orientée sur la responsabilisation, l'autonomisation et le travail quotidien. Donc la recette magique, faites de l'hypnose, changez-moi, la demande est bug. Compris? Là, je fais très court. J'arrête de partager l'écran. Donc voilà, j'avais pas prévu de parler de tous les slides, mais en fait, comme d'habitude, j'ai parlé de tout. Ah si, j'en avais un autre, je vous montre le dernier, comme ça, ce sera fait. Et après, j'arrête de parler. Ça, c'est le dernier truc important que je crois qu'aborde Anna aussi. Je sais plus. C'est les étapes du changement. Pour changer, on passe par plusieurs étapes. Il y en a 6. D'accord, c'est tiré d'un bouquin qui s'appelle Changing for Good, qui parle de l'alcool et donc des alcooliques anonymes, etc. Et ils ont sorti de toutes les expériences sur ce travail-là, les différentes étapes qui se déroulent quand quelqu'un veut changer. Et ça s'applique à tous les domaines de la vie. La première étape, c'est la pré-contemplation. C'est quand quelqu'un n'a pas conscience du problème. D'accord? Ce qui est très souvent le cas, mine de rien. Alors, toujours le cas quand c'est envoyé par des médecins ou par les parents. Là, souvent, la personne vient parce qu'on lui a dit de venir, mais elle n'a pas conscience qu'elle a un problème. D'accord? Typiquement, j'ai mis des exemples en dessous qui étaient liés à l'alcool. C'est des gens qui disent non, moi j'ai pas de problème d'alcool, alors qu'ils boivent 3 bouteilles de vin par jour. Vous comprenez? Et donc, on a très souvent ça, cette idée que c'est les autres le problème, que nous, on n'en a pas, que c'est l'extérieur le souci, c'est un manque de responsabilisation. Tant que la personne est là, alors, vous pas vous là, mais vous les hypnos en général et les thérapeutes, c'est que tu as un client qui est là en pré-contemplation et tu essayes de le faire passer à l'action avec ton hypnose. Ça marche pas, c'est pas possible. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que le client, il n'est pas dans cette démarche de « Ok, j'ai un souci, mon problème, il est là, ça vient de comment j'ai interprété les choses, etc. etc. » Et on essaye d'agir sur le changement alors qu'il n'a même pas conscience du changement. C'est impossible de faire ça. Ça crée plein de conflits, ça crée des résistances. Et vous, ça vous fait vous sentir nul. C'est pas que vous êtes techniquement mauvais, c'est que le client, il est pas, on ne travaille pas au bon endroit. C'est clair, ça? Bon. Ensuite, il y a la contemplation. C'est je dis « Ok, j'ai un problème. » Et donc, c'est peut-être, ah ouais, j'ai peut-être un souci d'alcool. Okay. Mais le moment entre contemplation et préparation, qui est l'étape d'après, ça peut prendre des mois et des mois entre dire j'ai ce problème-là et je me prépare à changer. Parce que la troisième étape, c'est la préparation. Si on commence à se poser des questions, on dit, ah bon, ok, j'ai un problème d'alcool, mais comment je pourrais faire pour que ça change? Comment je vais faire si j'arrête? Je vais me sentir comme ça. Et donc, c'est toute cette phase d'auto-questionnement parce qu'on a peur des effets du changement. Okay. Ça, c'est des trucs qu'on a très souvent au cabinet. On a des gens ici. Hein. Okay. Ils ne sont pas encore prêts au changement. C'est des gens, si vous leur dites, à votre avis, il faut combien de séances pour changer, pour résoudre votre problème, ils ne vont pas vous dire une. Hein. Ils vont faire, je sais pas, je dirais 8. Poser cette question hein, en cabinet, c'est vachement puissant. Et vous dites, pourquoi 8? Vous dites, je sais pas. Et en fait, ils vous donnent tout le chemin thérapeutique à faire, alors que vous étiez là avec vos gros sabots à penser que les gens, ils allaient changer en 5 minutes avec un protocole à la con que vous avez vu en formation. Je caricature volontairement. Hein. La quatrième étape, c'est le passage à l'action. On agit sur le changement. Ok, donc c'est ça le problème. Vous êtes prêt à changer. On fait quelque chose. Et c'est là qu'on utilise nos techniques et nos outils. On peut faire de l'hypnose, de l'EFT, de la sophrologie, de la kinésio. Enfin, faites ce que vous voulez. C'est votre sujet d'importance, souvent, quand on manque de légitimité, qu'on n'ose pas, c'est ça. C'est l'action. Alors que les vrais sujets de thérapie, les plus importants, c'est les 3 premiers et les 2 derniers. Celui du milieu, c'est le moins important. Parce que c'est celui qui va le plus vite. Vous comprenez ce que je veux dire? Une fois qu'on a décidé de changer, qu'on est prêt à changer, qu'on sait sur quoi on travaille, qu'on a trouvé le problème de structure, qu'on a le problème de fond, n'importe quelle technique peut marcher. Ce qui va être important, c'est comment on maintient un changement. Donc, c'est l'étape 5. C'est vérifier qu'on change, que ça tient dans le temps, que c'est stable. Et la finalisation, c'est quand les personnes ne pensent plus du tout à leurs problèmes. Ton problème de légitimité, il part.
seulement le jour où ça n'est plus un sujet. D'accord? Sauf que c'est des problèmes, c'est une double contrainte, parce que c'est toujours un sujet. Sauf le jour où c'est plus un sujet. T'as compris? Et si je te dis, il faut plus que la légitimité soit un sujet, ça devient un sujet. Donc cette espèce de dualité de l'humain, c'est de réussir à intégrer les deux facettes d'une expérience. Et donc très souvent, quand on a un souci, c'est qu'on est enfermé dans deux facettes, dans une des deux facettes. Toi, tu es enfermé dans je ne me sens pas légitime. Ben, ça veut dire quoi être légitime? Et quand tu te poses une question sur ce que ça veut dire être légitime, tu te rends compte que tu développes un peu l'expertise sur le sujet, tu te rends compte que finalement, c'est un non-sujet. Parce que le vrai sujet de fond, c'est pas la légitimité, c'est l'imposture. Et on l'est tous. Il y a une vidéo qui est très sympa, que je recommande à beaucoup de gens, qui s'appelle Everything is a Remix. Alors c'est que en anglais, mais je pense qu'avec YouTube, vous pouvez trouver... il y a les sous-titres. Et c'est une vidéo qui a fait beaucoup le buzz à l'époque, qui explique que tout ce qui a été créé vient que la créativité n'existe pas, que tout vient de quelque chose qui a déjà existé. Dans la vidéo, le mec il prend des chansons hyper connues, qu'on fait des trucs, et il montre que cette chanson, elle vient d'une autre, qu'en fait c'est presque un plagiat, d'accord? Qu'il y a certains films, il prend un film de Tarantino, je sais plus lequel c'est, mais et il prend des scènes du film, et il montre qu'il y a un vieux film des années 40, ou je sais plus combien, c'est exactement la même scène, c'est les mêmes plans, et donc il fait ça sur plein de sujets, des chansons, de la musique, des films, des livres, etc., où tout a été reconstruit et recréé à partir de quelque chose d'autre. Et c'est une vidéo qui est très intéressante, parce qu'elle recadre cette idée qu'on devrait créer quelque chose de nouveau, faire quelque chose de nouveau, être parfait, inventer des trucs, alors que pour moi c'est un truc que je défends depuis des années, tout a déjà été dit, déjà écrit. Ce que je vous ai présenté là, moi, j'ai rien inventé, hein. C'est des trucs que j'ai lus dans des bouquins, que j'ai retransformés à ma sauce avec la pratique. Il y a une base qui vient de quelque part, qu'on retrouve en psycho, qu'on retrouve dans d'autres domaines. Je le dis juste avec ma voix. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui est aidant, justement, en fait, d'oser, de se sentir légitime. Voilà, j'ai fini de parler tout seul. Merci beaucoup. Tendance à m'emballer. Donc, il y a une main qui s'est levée. Christelle. Oui, bonjour. J'avais une question par rapport à ces étapes du changement là, qui sont très intéressantes. Est-ce que, en fait, toi, tu te le gardes en tête et ça constitue ta trame, ou est-ce que c'est quelque chose auquel tu sensibilises ton client en lui disant, voilà, moi, dans tout ce que vous me dites, je vois que vous en êtes là, et sachez que, enfin, voilà, est-ce qu'il y a une part de partage là-dessus, ou c'est vraiment un outil dans notre tête? Ça dépend. J'aime cette réponse. Ça dépend. D'accord. Au feeling, peut-être? Mais non, mais c'est... En fait, moi je suis un peu chiant avec la question, parce que j'écoute pas la question, j'écoute la structure derrière la question. Ah merde. La structure derrière la question, c'est la quête de recettes. Tu cherches un truc qui est applicable tout le temps chez tout le monde. C'est pour ça que je te réponds, ça dépend. Eh oui, ben oui. Il n'y a pas. Ça va dépendre du profil et de la personne. Si c'est une personne, peut-être comme toi, qui a besoin de comprendre les choses, de mettre des étapes et tout ça, et que je le vois, c'est pour ça que ça viendra avec l'expérience. On ne peut pas vous demander de comprendre les gens tout de suite. Mais si on pose des questions, on a, bah tiens, de quoi vous avez besoin pour changer? Tiens, quand vous avez changé dernièrement, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Que la personne se dit, ah bah j'ai lu un bouquin, il m'expliquait étape par étape comment ça fonctionnait. Le mec il dit, ok, bah, pourquoi je vais lui dire de se connecter à son être et de faire des câlins aux arbres? Ça va pas marcher avec ce profil, tu vois. Et donc si la personne te dit ça, tu dis, bah tiens, un truc qui pourrait peut-être vous intéresser, ça s'appelle les étapes du changement, et tu lui expliques le truc. Et là, la personne va dire, putain, mais en fait, je suis là, je me rends compte que, non, c'est hyper intéressant. Il y en a d'autres, tu leur expliques ça, ils vont se tirer une balle. Ils s'en foutent. Ouais, ouais. Mhm. Parce Au qu'ils sont feeling. plus émotionnels, parce qu'ils ont plus. Donc, au Ça dépend. feeling peut-être au début, Je note. mais c'est vraiment qui est mon client. On part de l'autre. C'est l'autre qui te donne la stratégie, hein. Une fois que tu as Ok. compris ça, moi, les gens me disent, ah, comment tu fais pour les stratégies? Tu pars de ce que t'amène ton sujet. Mm. Pour ça, Ok. faut poser des questions. Mhm. Ok. Merci. Donc, ça dépend. Globalement, moi, le plus souvent, quand même, je le garde dans ma tête. Ça veut dire que c'est un des premiers trucs que je regarde, c'est OK. Après, c'est devenu une seconde nature, j'y pense plus, tu vois, mais c'est où est la personne? Mm. Ce qui m'intéresse, c'est surtout de savoir si elle est responsabilisée et donc si elle est en pré-contemplation ou en contemplation. Tant qu'elle est là, ça sert à rien de faire des trucs.
Ça marche pas. On va être tous dans une approche de la philosophie, de développer la responsabilisation. Et donc l'axe de travail, c'est pas développer la confiance en soi et l'estime de soi, c'est d'intégrer la responsabilisation et l'autonomie avant Ok. de travailler sur le reste. Mhm. Et la plupart des gens ne sont pas toujours prêts à ça, et donc ça peut prendre un peu de temps. Ok, merci. Mais si on essaie de les changer, de les aider à changer alors qu'ils ne sont pas responsabilisés, il ne se passe rien. Ça ne marche pas. Voilà. D'autres questions? Non? C'est très clair, c'est super. Voilà. Je me sais remonter en attendant. Je vais te poser les questions que j'ai eues, moi, en message. Vas-y. Alors, à quel endroit je dois questionner l'autre dans ce qu'il me dit en séance pour que cela soit stratégique? Cela implique que je présuppose des choses avant de questionner, même en restant neutre dans mes questions. Si tu l'as compris. Non. Refais-moi ça au À quel ralenti. endroit je dois questionner l'autre dans ce qu'il me dit en séance pour que cela soit stratégique? Je comprends pas la question. Non, mon Dieu. Je pense que peut-être elle veut dire que quand on demande à une personne d'arriver avec son problème, en fait, c'est des fois la machine à phrase et à quel moment peut-être l'interrompre et sur quoi aller chercher le détail ou rebondir. Enfin, moi, je le comprendrais comme ça. Ouais, alors, le problème, c'est que dans ces questions, quand vous posez des questions pour vous, hein, écoutez les présupposés de vos questions. Le présupposé, là, de cette question, c'est qu'il faudrait être stratégique. Déjà, je pense que c'est une erreur. Donc, la stratégie, c'est coup par coup. Comme aux échecs. On réfléchit, on joue coup par coup, on s'adapte. C'est pas... Le problème, c'est qu'il y a des formateurs qui vous transmettent ça, mais je pense qu'ils mentent. Parce qu'ils vont vous dire, ils vont faire une analyse de séance, et ils vont vous expliquer que là, ils ont dit ça, parce que machin, ils se disent que bidule, et dire là, c'est hyper stratégique. Ça, c'est du flan. Hein. C'est toujours facile de raconter après coup quelque chose qu'on vient de faire. Les vraies analyses de séance, c'est celles qui sont faites en direct. Tiens, hop, là je mets la pause sur ce qui vient de se passer. Qu'est-ce que vous venez de voir chez le sujet? Moi je vois ça, je me dis que... Non, mais après coup, c'est facile, surtout si tu as un problème d'ego, de narcissisme et que tu as envie de faire ta star. Donc, tu te racontes les séances comme tu veux. Et donc, la stratégie, à mon sens, l'erreur de penser, c'est pas penser stratégie, c'est penser philosophie d'accompagnement. D'accord? C'est-à-dire que si tu as une philosophie d'accompagnement qui est orientée hypnose, très système automatique, très hypnose pure, un peu à la Jordan Béraud ou Antoine Garnier pour ceux qui connaissent, c'est une stratégie d'accompagnement. J'ai une stratégie, moi je fais pas de questionnement, pas de détermination d'objectif, c'est trans direct, on travaille avec les phénomènes hypnotiques et la trans, très bien. Et donc la stratégie, c'est plus une c'est une philosophie. D'accord? Donc ça déroule automatiquement. Comment je pose des questions, à quoi je m'intéresse et ce que je cherche en travaillant avec la personne. C'est clair ça pour vous? Moi j'ai une philosophie qui est plus orientée vers l'évolution personnelle et la connaissance de soi. Je vais pas du tout avoir la même approche de travail et de questionnement que quelqu'un qui a celle de l'hypnose pure. Vous avez compris? Et les deux sont complémentaires. Typiquement, moi je connais très bien Jordan Béraud pour ceux qui connaissent. Les clients qu'il n'aime pas, moi, c'est les clients que j'adore et à qui je suis très à l'aise. Et inversement, parce qu'on a deux philosophies différentes. Et c'est cette philosophie-là qui va définir ma stratégie naturelle de questionnement. Moi, une de mes philosophies, c'est d'imaginer que mon client, c'est mon meilleur ami. Je suis au café, il me dit j'ai des angoisses. Je lui dis pas alors, c'est comment quand vous en avez pas? Personne ne dit ça à son pote au café. Non? On pose pas des questions débiles. On lui dit pas, tiens, mets tes mains comme ça, nana. On dit, bah tiens, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ça t'arrive quand? Qu'est-ce qui se passe? On est juste curieux d'être humain à être humain. Ça, déjà, c'est un changement radical de posture qui change la vie. Hein. Et donc, après, dans le questionnement, c'est un sujet qui est hyper complexe, hein, le questionnement, parce qu'il faut, pour pouvoir questionner correctement, il faut savoir écouter. Donc, la question, elle porte jamais sur quelle question je dois poser, elle porte sur ce que je dois écouter. Et comment j'apprends à écouter. Une fois qu'on sait écouter, les questions sont naturelles. Vous comprenez ce que je veux dire?
Et écouter, c'est vachement dur. Parce qu'il faut réussir à sortir de soi, de ses propres biais, de ses propres peurs, de ses propres doutes, et écouter l'autre comme si c'était une personne vierge et qu'on n'y connaissait rien. C'est ça l'écoute. Et donc, sinon, on est dans la projection, dans ces trucs-là. Et donc, le questionnement, c'est un art. C'est presque une pratique à part entière. Moi, ce que je fais dans la formation questionnement, c'est une philosophie d'accompagnement. Qu'on fasse de l'hypnose, n'importe quoi, c'est presque une façon d'accompagner à part entière. C'est pour ça que je dis qu'il y a questionnement et questionnement. Tu peux apprendre une détermination d'objectif pour ceux qui ont appris ça. C'est un tout petit aspect de ce que le questionnement. Mais la stratégie, pour moi, c'est le plus simple. C'est, je sais pas moi, quelqu'un me dit, faudrait prendre une démo, mais quelqu'un me dit, je sais pas moi, je prends l'exemple de la confiance en soi. Je dis, j'ai pas confiance en moi. Moi, j'utilise 5 questions, je vais vous les donner, qui vont vous changer votre vie dans le questionnement. Vous êtes prêts? La première question, c'est-à-dire. La deuxième question, c'est et. La troisième, c'est de. DE. La quatrième, c'est ah bon. Et la cinquième, c'est par rapport à quoi. Voilà, tu fais une séance avec ça presque. Vous gardez ça, vous vous imposez ça comme questionnement au début de votre séance, et vous allez voir ce qui se passe. Quelqu'un dit, j'ai pas confiance en moi. Il dit, c'est-à-dire, ah bah, quand je parle en public, je me sens pas à l'aise. Ah bon? Ah bah oui, parce que je me dis que les gens, ils vont me juger. Et ben, je me dis, ils vont me juger, ils vont me critiquer, je me sens pas bien. Ah bon? Ah bah oui, parce que quand j'étais petite, voilà, terminé. C'est quand même vachement plus rapide que, alors, et c'est comment, et je sais pas quoi. Et c'est des questions super puissantes. En fait, c'est des trucs que j'ai créé du métamodèle. Moi, je trouvais que le métamodèle, pour ceux qui connaissent de Richard Bandler, c'est compliqué. Je me suis dit, comment on peut raccourcir ça? Et ça tient en 5 questions. Et il n'y a pas de présupposé dans les questions. Elles sont neutres, parce que c'est à bon, c'est-à-dire de... Après, le ton est important, évidemment. Ça marche avec tout, hein. Même avec les traumas lourds, les trucs... Après, c'est une sacrée posture de pouvoir les utiliser, mais... Le ah bon, ça sert à remettre en question les croyances. D'accord? Je me sens pas légitime. Ah bon? Vous voyez bien ce que ça apporte comme... T'es obligé de compléter, en fait. Et donc, l'autre te dit... Le problème que vous avez tous, mais tous les stagiaires de toutes les approches, de toutes les écoles, c'est de croire que vous devez faire à la place de l'autre. Tant que vous êtes là, tu peux pas bouger. La question de la stratégie, elle présuppose ça. Elle présuppose que tu dois deviner la stratégie qui va convenir le mieux à cette personne. C'est une erreur. On ne sait pas. D'accord? On ne peut pas savoir. Je coupe la caméra à 2 secondes, je vais chercher un autre slide quelque part qui illustre la complexité du truc. Alors, est-ce que je l'ai foutu? Je l'ai pas mis dedans. Ah, est-ce que c'est pas ça. Ah oui, c'est ça, attendez, je vais trouver. Non, c'est pas ça, c'est pas le temps là. C'est ça, hop. Alors voilà, je prends ma caméra, je repartage mon écran. Touc. Ça, c'est une autre illustration du merci le changement et des différents leviers de changement. Ok. Dans la formation, je partais d'une analogie du conducteur, mais peu importe. Ce truc-là, c'est pas fait pour de comprendre qu'il faut savoir tout ça pour aider quelqu'un à changer. C'est pour savoir que c'est hyper complexe le changement et que ça sert à rien d'essayer de deviner comment on va aider quelqu'un. D'accord? Je sais pas la métaphore, c'est ça. C'est que quelqu'un, il vient pour changer, il a un point de départ, une voiture, il veut aller dans une destination. Il a un chemin pour changer. Ça revient un peu aux étapes du changement. Une voiture, la voiture elle a un moteur, elle a une carrosserie, est-ce qu'il y a du monde dans la voiture, qui c'est qui conduit, le point de départ c'est où, quelle énergie pour avancer, sur le chemin il va y avoir des conditions difficiles, peut-être des obstacles, des difficultés, des joies, des trucs, et la personne veut aller où? Quand quelqu'un vous dit j'ai pas confiance en bonjour, je dois avoir confiance en moi, on n'a aucune information là-dessus. Donc le questionnement, ça va être d'explorer tous les aspects de cette métaphore. Tu veux aller... Les gens, ils disent où ils veulent aller, mais ils savent pas d'où ils partent.
Ou l'inverse, ils vous disent d'où ils partent, mais ils savent pas où ils veulent aller. Mais j'ai pas confiance en moi, c'est pas une demande. Qu'est-ce qu'elle veut, la personne? Pourquoi faire? Qu'est-ce que le véhicule confiance en soi va l'aider à faire, à aller où? Et qu'est-ce qui va se passer sur le chemin? Est-ce qu'elle a le moteur qu'il faut? Enfin, vous avez compris l'idée? Et donc, les différents leviers qui sont autour de ça, c'est que le conducteur, il a une personnalité, donc il a un style. C'est ce que je disais tout à l'heure sur la question du est-ce que j'explique les étapes du changement ou pas? C'est qui j'ai en face de moi. Elle a une personnalité, elle a une façon de se comporter, elle a des règles de conduite, un style, elle a une énergie qui est différente. Ça déjà, on a déjà des aspects hyper complexes qu'on trouve dans tous les tests de personnalité, etc. Et c'est des thèmes qui sont complètement différents et qui se travaillent de toutes ces façons-là. On travaille l'intégration, la connaissance de soi, l'attention à soi, l'honnêteté, les principes, l'alignement, la spiritualité. Vous suivez l'idée, je vous fais pas tout le tableau, mais c'est hyper complexe. Ensuite, il y a la route, il y a le point de départ, c'est quoi les déclencheurs qui créent l'envie de changer? Donc ça, on travaille sur les souffrances, les besoins, les désirs, les motivations. Il y a l'environnement, quel est l'entourage de la personne, son réseau, les modèles, les lieux, où est-ce qu'elle habite, qu'est-ce qui l'entoure, les conditions dans lesquelles elle est, son contexte, est-ce qu'elle doit accepter ces conditions, parce que des fois, c'est pas forcément évident. Typiquement, si t'as pas d'argent et que tu veux te lancer dans l'hypnose, tu dois accepter tes conditions financières et les prendre en compte dans ton travail de développement d'activité. Enfin bref, et la liste est longue comme le bras. T'as les moteurs, on est sur les automatismes émotionnels et biologiques, le moteur de la voiture, ce qui nous permet d'avancer. Donc il faut travailler sur la libération, la désensibilisation, la négociation entre parties, l'intégration des différentes parties, des mécanismes de dualité. Enfin bref, on a compris l'idée du tableau. Et vous arrivez avec vos formations de 15 jours et vous dites, ah, moi avec mon hypnose, tout le tableau, là, 5 minutes, tranquille. Et après, en supervision, on dit, ah, je comprends pas, je me sens pas légitime. C'est normal. Compris? Donc le changement, c'est complexe. Et donc le plus simple, pas besoin de savoir tout ça, c'est de poser les questions neutres et de laisser la personne vous guider et de vous dire où elle en est et par quel chemin elle passe. De garder l'analogie de la conduite en tête, parce que c'est toujours intéressant. Mais vous verrez que l'hypnose, on va travailler sur la voiture et le moteur. Principalement. Et donc c'est pas du tout la même... En hypnose, tu vas pas changer les conditions de vie de quelqu'un. C'est pas possible. Tu changes pas un enfant, tu peux pas changer le parent qui l'insulte et qui le traite de merde toute la journée. C'est pas possible. Donc comment tu travailles avec cette personne-là et à quel endroit tu peux aider la personne à vivre et à passer les conditions difficiles du chemin, du parcours, etc. On voit tout de suite que c'est pas les mêmes axes de travail. Et pour ça, on sait déjà d'où on part et par quoi on commence. Et ça commence par ce type de questions. Et tout ça, ça se résume dans les 5 questions que je viens de vous donner. En gros. Quand j'enseignais la détermination d'objectifs et le questionnement à l'Arche à l'époque, je commençais la formation en disant aux gens, voilà, 10 minutes, vous vous intéressez à comment fait l'autre pour avoir son problème. C'est tout. 10 minutes. De pure curiosité. Les gens faisaient des meilleures questions que tout ce que j'ai vu t'enseigner après. Juste être curieux. Bon, si je dis comment tu fais pour avoir ton problème de légitimité, tu vas forcément chercher dans l'introspection à ce qui te pense, ce qui te touche, ce qui est important. Et après, je te demande par quoi tu voudrais commencer, sur quoi tu voudrais travailler en premier, et on est parti. Ça simplifie beaucoup, beaucoup la pratique, et surtout, ça met la responsabilisation et l'autonomie sur le sujet, mais pas sur vous. Ça vous aide, ça ou... Un autre exercice qui est sympa, je trouve, pour se poser un peu plus, et justement se déresponsabiliser, c'est qu'on ne se rend pas compte qu'on porte la responsabilité du changement du client. Si quelqu'un vient me dire « Bonjour, je dois avoir confiance en moi », vous n'allez pas vous rendre compte que vous portez la responsabilité du changement, à essayer de faire des trucs, à trouver la bonne stratégie, trouver la bonne question, parce que c'est un problème qui n'est pas lourd, vous comprenez ? Par contre, si la personne vous dit « Si vous ne m'aidez pas là maintenant, je me suicide », on va tous avoir un sentiment de rejet, parce qu'on n'est pas prêt à porter cette responsabilité, elle est trop chargée émotionnellement, vous comprenez ? D'un coup, ça fait déborder le vase. Ouais. Et la posture que vous aurez quand vous travaillez avec quelqu'un qui vous menace de se suicider si vous ne l'aidez pas, c'est la bonne posture à avoir tout le temps. C'est à la fois l'envie d'aider, mais je ne me responsabilise pas au sens où je ne prends pas en charge
la responsabilité de l'autre. Vous avez compris? Et c'est un vrai travail, cette posture, hein, mais c'est l'idée, c'est de se rendre compte que vous prenez trop facilement en charge le problème des gens, à chercher les bonnes solutions et les trucs à leur place, alors que c'est pas votre travail. Et dans le suicide, c'est pour ceux qui ont travaillé ça ou qui l'ont connu, entre autres, on ne peut pas aider quelqu'un qui est en précontemplation, qui n'a pas envie d'être aidé, on peut l'écouter, travailler avec lui, demander ce dont il a besoin, etc. Mais c'est pas ferme les yeux, tiens, change, ça marche pas comme ça. On le sait tous. C'est une posture à garder, ça vous évitera les burn-out émotionnels de l'accompagnement au passage. Ouais. Faut m'arrêter, hein, sinon moi je continue pendant 3 heures. Hein. Donc j'ai pas compris la question, mais je pense que j'ai répondu quand même. Voilà. Parfait. Deuxième question, puis-je questionner sur tout sans être intrusif pour l'autre? Ou comment je fais pour ne pas être intrusif dans mon questionnement en séance? Moi j'ai déjà répondu, je pense. Ouais. Est-ce que si je ne questionne pas une émotion qui passe, je passe à côté? Dois-je questionner en étant focus sur les émotions tout le temps, tout le temps? Je reviens sur l'intrusion. J'ai pas complètement répondu, parce que le problème des gens intrusifs, c'est qu'ils cherchent le contenu plutôt que la structure. Donc, on n'a pas besoin de savoir le détail de l'histoire de vie de quelqu'un. Moi, je vous encourage à travailler à l'aveugle, c'est-à-dire sans demander le détail du contenu. Vous verrez que qu'on n'a pas besoin de savoir le détail, et que c'est dans les enjeux émotionnels et ce qui se passe chez quelqu'un. Et donc, de très bien dire, ce qui permet en plus de dire vraiment sincèrement, dire aux gens, moi, j'ai pas besoin de savoir. Par exemple, je reprends la légitimité parce que c'est ce qui a émergé tout à l'heure. Je dis, tiens, je dirais à quelqu'un, si tu fermes les yeux et que tu penses à ce problème de légitimité, quelle est la première émotion qui vient? J'ai pas besoin de savoir, moi, juste tu mets le doigt dessus. Une fois que vous l'avez, vous me dites. Donc les gens vont faire, ouais, j'ai un truc là, ok. Tiens, maintenant, mettez vos mains comme ça et imaginez que cette émotion, elle est entre vos mains. Qu'est-ce que vous avez envie d'en faire? Voilà, les gens, je sais pas, j'ai envie. Et puis tu travailles avec ça et tu sais pas de quoi on parle. Ça va vous enlever le. Et ça, c'est pas du tout intrusif au sens où il n'y a pas besoin de savoir, j'ai pas de contenu. Ça, c'est l'intrusion en termes de contenu. Et puis, il y a l'intrusion en termes de vitesse. C'est que souvent, comme vous pensez qu'il faut aller vite pour aider quelqu'un à changer, vous allez mettre de la force sur la vitesse du changement. Et ça, c'est hyper intrusif. Et c'est même, à mon avis, le pire. D'accord? C'est qu'on force quelqu'un à changer vite, parce que nous, on a envie de flatter notre ego, ou parce qu'on croit qu'on l'a appris et que c'est comme ça qu'il faut faire. Et donc moi, je remplace l'intrusion par la permission. C'est dès que vous avez envie de faire quelque chose, de dire quelque chose, vous demandez l'autorisation. Il n'y a pas de problème à dire ce qu'on pense à quelqu'un, s'il est OK avec le fait qu'on lui dise. Moi, très souvent, je vais dire, je peux dire ce que je pense. Donc les gens, ils font... Quand j'ai tendance, c'est remarqué, être un peu direct. Et les gens, ils me disent, ouais. Je dis, vous êtes sûr? Ouais, puis je leur dis ce que je pense. Je suis pas là à essayer de faire de la suggestion indirecte. Vous savez, des fois, il y a des gens. Alors, j'ai une petite histoire quand j'étais petite, machin, et puis il y avait quelqu'un qui marchait dans la forêt, et puis ça sert à rien, vous dites ce que vous pensez. Mais si vous avez demandé l'autorisation, ça passe. Des fois, moi, je m'amuse même, je dis même, vous voulez la réponse que vous donnerez à un ami ou que vous donnerez à un thérapeute? Et souvent, les gens, ils choisissent le premier. Et ça libère de plein de trucs, du balai dans le machin qu'empêche d'être soi-même, de tous ces trucs-là qui vous font vous sentir pas bien, empêcher d'être... Les gens, retenez un truc, je dérive un peu, mais comme d'habitude, ils vous achètent vous, qui fait de l'hypnose. Les gens, ils n'achètent pas votre outil, l'hypnose, la sophrose, ce que vous voulez, ils vous achètent vous. Ils achètent votre énergie. Quand vous choisissez un thérapeute, vous choisissez comment vous? Regardez sa photo. S'il y a des vidéos, des contenus écrits sur Internet, vous regardez ce qu'il écrit, son style, son énergie, sa façon d'être, avant son outil. Non? Bah, les clients font pareil avec vous. Ils vous achètent vous. Et ça, c'est inévitable. Hein. Donc, de toute façon, autant aller chercher dans ce qu'on est, dans votre énergie, ce qui vous correspond. Si vous êtes un très bon enseignant, par exemple, très, très pédagogique,
peut-être que votre approche thérapeutique, ce sera des outils d'enseignement qui sont tournés vers l'autonomie et vers l'apprentissage de l'auto-hypnose, des trucs comme ça. Et donc, on déguise le travail thérapeutique par une approche de l'enseignement. Si vous êtes plus un mentor et un guide, vous aurez peut-être plus une approche qui est plus spirituelle, plus dans une connexion à soi, une exploration de soi, très neutre, avec beaucoup de silence, etc. Vous êtes plus un coach, vous aurez peut-être une approche de l'hypnose qui est plus directe, mettez-vous debout, mettez vos mains comme ça, paf, parce que votre énergie personnelle, les rôles relationnels dont on a évoqué tout à l'heure, va venir s'insérer dans votre philosophie et votre approche thérapeutique. Mais si vous êtes d'une énergie de mentor, de guide, et donc plutôt en retrait, qui prend son temps, etc., qui passe des philosophies et des approches de la vie, mais que votre enseignant, c'était un coach, vous allez avoir tendance à penser qu'il faut être un coach pour réussir. Et ça, c'est une erreur qui fait qu'on ne se sent pas légitime. C'est un décalage de rôle relationnel et de qui on est. Vous comprenez? Rien à voir avec l'intrusivité, mais quelque part, c'est intrusif. Parce qu'on vous a empêché d'être vous-même. J'ai vu tellement ça en formation que je pense que c'est un sujet qui est important. C'est qu'on vous a enseigné, très souvent, hein, je généralise, qu'il fallait être comme ça pour réussir à être thérapeute. Et ça, je pense que c'est la plus grosse connerie des enseignements qu'on puisse trouver. Tous les trucs de synchro, de création de rapports, machin, tout ça, c'est... Enfin bref. Je me suis emballé. C'était quoi la suite de la question? T'en as une dans le chat, là, c'est comment stopper quelqu'un qui parle trop. J'avais pas vu. Et ben comme ça, tu lui dis. C'est Stop. pour moi? C'était une façon indirecte de me dire que je parle trop? Je pense. Non, en séance, quand tu te fais embarquer. Par le Bah, contenu. tu fais comme moi. Moi, je fais comme ça, regarde. Parle trop, de fait. D'ailleurs, quoi, je vous embête? Je dis non, vous parlez tout le temps comme ça, tout le temps? Les gens font ah ouais, je sais. Ah là là, on m'a toujours dit que je parlais trop. Je dis après, faites ce que vous voulez, c'est votre temps, hein. Mais non, c'est pas violent. C'est pas violent parce que c'est mon énergie. Parce que les gens, quand ils passent la porte, je leur ai déjà fait 2 blagues, parce qu'on rigole, parce qu'on se marre, parce que c'est mon énergie. Si c'est pas la vôtre, ça va pas marcher. Évidemment. Moi, je fais ça, j'ai l'œil qui brille, les gens ils voient bien que je rigole. S'ils le prennent mal, ça m'est égal. Je dis, bah, ça va. Et dire, vous prenez toujours tout mal comme ça et tout. On change plus facilement en rigolant qu'en se prenant la tête. Ça. Et je vais me servir de la réaction de la personne comme on l'a vu. Mais c'est parce que c'est mon énergie, c'est mon style. Moi, j'ai un style qui est très provoque, très direct. Je dis ce que je pense aux gens. Et donc, c'est mon approche. Mais globalement, tu peux aussi dire ce que je pense. Dire, comme je disais tout à l'heure, je peux... Et ça dépend des gens. Parce qu'il y a des gens, je vais rien dire pendant 25 minutes. Parce que qui décide qui parle trop? C'est ça le sujet. C'est pour ça que je dis ça dépend. Il y a des gens, ils ont besoin de parler, parce qu'ils n'ont jamais exprimé cette souffrance-là. Quelqu'un qui vient et me dit j'en ai jamais parlé à personne et qui me raconte sa vie, je dis rien. J'écoute. Quelqu'un qui vient et je sens que c'est un ancrage psychanalytique, que c'est de l'anxiété ou de la fuite, je vais le laisser parler un petit peu, créer le rapport, faire genre j'écoute. Je dis hop, après je fais hop, hop, hop. Une pause. Ça fait 10 minutes que vous me parlez. C'est des trucs que vous racontez déjà souvent, ça, non? Les gens, ils font oui. Vous avez raconté ça à d'autres thérapeutes avant moi, vos psys, vos machins, vos trucs. Ah bah oui, je parle tout le temps de la même chose. Je dis, ça marche? Ça vous aide à changer? Non. Bah, ça vous dit pas qu'on fasse quelque chose de différent cette séance? Poum, recadrage, on est parti. Ça va dépendre. Donc, et très souvent, il y a des gens qui parlent trop. 100% responsable, c'est qu'est-ce qu'il y a dans votre posture et dans votre attitude qui font que les gens parlent trop. Une fois qu'on a défini ce que ça veut dire parler trop. Et une fois, j'ai vu ça chez quelqu'un, il me disait, je comprends pas, mes clients, ils parlent beaucoup. La personne, son environnement était psychanalytique. D'accord? Donc il y avait toute une bibliothèque, il y avait un canapé, il était assis un peu loin, les jambes croisées, comme ça, sur son truc. Et je dis, tu t'attends à quoi? Tu crées un environnement qui a un ancrage psychanalytique de je viens, je raconte ma vie, et tu dis, les gens parlent trop. Bah change. Je fais la même séance dans un café, les gens vont pas parler pareil. Et donc, ça a une influence quand même non négligeable. Ce qu'on met dans la séance, qu'on dégage, comment on s'habille, la posture, l'attitude. Donc, et puis, c'est pas trop gênant qu'ils parlent trop, c'est juste poser des questions. Après, très souvent, les gens qui parlent beaucoup, et pas forcément trop, c'est de l'anxiété. D'accord? Et donc, quand il y a de l'anxiété comme ça,
moi j'aime bien couper le canal habituel. Donc si quelqu'un parle beaucoup, je vous donne une technique, c'est la technique du mime. Je vais leur proposer de faire un jeu. Je dis, attendez, on va faire un jeu, ça vous dit? Tout ce que je fais, je le présente en jeu, comme ça c'est facile. Et on dit, ah bah ouais, ok, d'accord. Vous allez me mimer votre problème, émotionnellement. Donc vous allez si par exemple, vous me dites que vous ne vous sentez pas légitime, je veux pas que vous me racontiez pourquoi, je veux que vous me montrez le ressenti du manque de légitimité en le mimant. Vous comprenez? Donc les gens, ils font comme ça, ils font... comme ça. Je leur dis... Et j'essaie de traduire ce qu'ils me disent. Donc en gros, vous me dites que vous avez un truc dans le ventre, et que ça vous fait peur, c'est ça? Les gens, ah bah oui. Il dit, en fait, j'ai une boule là, j'ai un truc qui me serre à l'idée de pratiquer, ça me fait sentir mal et je me sens toute petite. Séance terminée. Hein. Je dis, ah bon, vous avez quel âge? J'ai 5 ans. Bah tiens, fermez les yeux. À quoi elle ressemble cette petite de 5 ans? Elle était partie en régression. D'accord? Et ça va très très vite. Mais quelqu'un qui est anxieux, tu peux pas lui couper le canal qui enlève son anxiété, puisque c'est le problème. Donc, le jour où la personne ne parle plus, ça ne parle plus trop, la thérapie est finie. C'est pour ça que je dis ça dépend. Mais on peut l'aider en jouant. Parce que si tu vois que c'est de l'anxiété et que c'est pour ça qu'elle parle beaucoup, et c'est là que ça sert à l'expertise, tu peux lui dire, là, vous êtes dans un profil anxieux, vous venez pour ça. Normalement, les gens qui sont anxieux, ils parlent beaucoup. Donc si je vous laisse parler toute la séance, ça va pas servir, le fait, ça va vous aider. Vous êtes OK avec ça? On demande la permission, la personne dit oui, c'est vrai, je me rends compte qu'elle va pas. D'accord? Je dis hop, 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 et j'en fais un jeu. Et dire qu'à chaque fois que vous partirez dans votre truc, vous ferez hop, hop, hop. D'accord? La personne dit ah oui, d'accord. Je dis OK. Et là, donc, l'anxiété, là, par exemple, qu'est-ce qui vous rend anxieux? Et je me sers du contexte. Qu'est-ce qui fait que vous parlez beaucoup? Il me dit, bah, je me sens pas à l'aise, j'ai peur que vous me jugiez. Hop, hop, hop. Vous dites, j'ai peur que vous me jugiez. À quoi vous pensez? C'est quoi le ressenti? Ah, bah, j'ai un truc dans le ventre. Ah, puis ça me rappelle. Hop, hop, hop. Et c'est quoi ce truc dans le ventre, toi? Et on fait un truc, on a fait d'une séance un truc jeu comme ça. Les gens sont, mais parce que j'ai demandé l'autorisation, parce que j'ai mis un truc, parce que j'ai posé un cadre, ça passe comme une lettre à la poste. Vous comprenez? Mais ça part de qui je suis, parce que moi, c'est mon naturel. D'accord? On peut faire la même chose, mais en étant plus dans une approche maman. Hein. C'est pas sexiste, c'est le style très englobant, très sécure du truc, et qui passe aussi. Moi, je le dis comme ça, et ça passe bien, parce que c'est mon énergie, mais il y en a d'autres qui vont le dire beaucoup plus délicatement, beaucoup plus doucement, avec des mots plus doux, une approche plus machin, pourquoi pas? Moi, je sais pas faire ça, donc je sais être très doux, mais dans le silence et dans le regard, pas forcément dans les mots, quoi. Moi, là, quand je parle pas, c'est que l'ambiance est très posée, quoi, très tranquille. Mais le fond, c'est la permission, l'autorisation. Si vous voulez faire un truc, vous demandez l'autorisation, ça passe tout seul. En plus, c'est ce que les gens viennent chercher. Quand vous allez voir quelqu'un pour travailler sur vous, c'est ça que vous voulez. Vous voulez quelqu'un qui vous dit les choses, qui machin, et qui n'est pas là à vous laisser vous empêtrer dans vos problèmes et dans vos schémas habituels. Voilà. Et d'autres... on peut tout dire à quelqu'un, parce que ce qui est intéressant, c'est la réaction. Même si je dis un truc, comme là, le hop hop hop, que la personne, ça lui plaît pas, eh ben, je vais lui dire, bah, qu'est-ce qui fait que ça vous plaît pas? On part de la réaction. Eh ben, je me sens jugé. Ah bon, et qu'est-ce qui vous fait dire dans mon hop 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 que je vous ai jugé? Parce que c'est pas du tout mon intention. Alors peut-être, à ce moment-là, autant pour moi, mais je le fais souvent, c'est pas le cas. Qu'est-ce qui fait que, ah bah quand vous faites ça, j'ai l'impression que, c'est-à-dire, bah ça me rappelle mon père qui ta. Séance, on continue, vous comprenez? Et c'est ça la posture, c'est de réussir à faire les choses et pas prendre la réaction pour soi, parce qu'on n'est qu'une surface projective, on n'est qu'un miroir de ce qui se passe chez les autres. D'accord? Quand tout à l'heure j'ai fait le truc du sommeil, je fais ça, et que dans le chat je vois assez violent, moi quelqu'un me dit ça, je pars dessus. Je dis comment ça c'est violent? T'as rien de violent là-dedans. Peut-être qu'elle va me dire que ça a été maladroit. Est-ce qu'elle me dit parce que ça j'en ai jamais à parler, personne. Mais j'aurais pas fait cette erreur, parce qu'en général je lis plutôt bien les gens. Mais même si c'est une erreur, bah, on s'excuse, terminé. Et on recrée le rapport. Et on dit.
J'ai fait ça parce que souvent je fais ça quand je pense que les gens ils sont dans une habitude psychanalytique, qui racontent leur histoire 15 fois. J'avais pas compris que c'était un truc dont vous avez jamais parlé à personne. Et cette authenticité-là et cette vérité-là, elle est importante parce que si vous l'avez, vos sujets l'auront avec vous. Voilà. Et je comprends pas la question, Janita, parce qu'elle est trop globale. Ceux qui écoutent et qui n'ont pas le chat, est-ce que vous pourriez nous déconstruire ce dont on parle en formation et qui finalement n'est pas nécessaire? Pour pouvoir Oui, répondre à cette question, il faut que je sache quelle formation tu as fait. non, c'est pas en fonction de la formation, c'est en fonction de ce que vous disiez. Vous aviez dit plusieurs fois. Hop, hop, hop! euh, Là, on se dit tu déjà, sinon pas de copains. D'accord, ok. Le rapport est installé. Du coup, non, tu as dit plusieurs fois des choses, par exemple, oui, ce que vous avez appris en formation, le rapport, etc., tout ça, enfin, la synchronisation. Tu t'es tu. Après, tu as dit, euh, enfin voilà, Ah, B. donc, oui, par exemple, quand tu dis, on vous a enseigné qu'il fallait être comme ci ou comme ça en formation, comment être un bon thérapeute, et puis finalement, on vous a coupé dans votre élan, alors que bon, on sent qu'il y a, enfin, je sens qu'il y a des choses en fait sur lesquelles tu n'es pas d'accord de ce qui est aujourd'hui véhiculé en formation. Et du coup, je ne sais pas si c'est l'endroit pour le coup, mais j'aimerais connaître ton avis en fait sur ce qui est divulgué en formation et qui finalement Enfin, tu n'est parles pas. beaucoup comme ça tout le temps. Alors moi, je suis anxieuse, du coup. D'accord. Du coup, ça sent un petit peu, du coup. Oui, Tu vois. alors je travaille dessus, mais c'est pas facile. Mais voilà, Ouais, en c'est gros, bien. connaître ton avis sur Moi aussi, je suis comme ça, j'ai tendance à parler beaucoup, parce que je me dis, oh là là, si je laisse un vide, les gens vont se faire chier, tout ça, et donc je parle, blablabla, et je m'arrête jamais, tu vois. Là, c'est plus de l'idée de putain, je veux absolument faire traverser mon idée, mais j'y arrive pas. Ouais, Euh, si, j'ai compris. voilà, en gros, avoir toi, puisque bah, tu es quelqu'un, voilà, t'es franc, voilà, t'es authentique, etc. Bah, toi, quelle est ta vision aujourd'hui sur ces formations? Ouais, Bon, ça va bien, d'accord, ouais. allez, à bientôt. Vous voyez que ça passe. Et donc, bah, ça dépend. Non, en fait, moi, oui, ça dépend. C'est que je vais désactiver beaucoup de trucs comme ça. En fait, le sujet, c'est que si ça vous occupe l'esprit en séance, tous ces trucs-là de synchronisation, mon Dieu, comment je vais créer le rapport, c'est que tu es avec toi à ce moment-là et t'es pas avec ton sujet. Et donc, de fait, le rapport, il est baisé de base. D'accord. Et ça veut pas dire que c'est pas intéressant, ce qu'on vous enseigne. Le problème, c'est on le met dans beaucoup de formations, je généralise, c'est pas le cas partout, hein, mais on vous met dans la tête des trucs qui vous occupent trop l'esprit. C'est des outils de feedback que vous faites avant, après la séance, mais pendant, bah, t'es avec ton sujet et puis tu fais ce qui vient. Parce que sinon, tu te perds, quoi. Ou alors tu prends une technique et une seule, tu ne fais que ça pendant la séance. C'est l'accumulation des techniques qui m'a posé le problème. Donc vous prenez trop la tête. C'est ça, Oui, c'est le fond. T'es toi, les gens ils sont là avec toi, tu prends un sujet, une technique, un protocole, c'est tout. Et tu fais ça tout le temps, la même, pendant 15 jours. un sujet, une technique, un protocole. D'accord, ok. Oui, mais ça en vient pareil en fait, quand on se dit on se prend trop la tête, parce que j'ai une amie qui me répète ça souvent, mais derrière cette prise de tête, je pense que c'est une émotion à aller travailler et du coup à aller faire, à aller éjecter quoi, pour éviter. Non, alors Non. il faut que tu arrêtes de faire ça, de vouloir éjecter des trucs qui sont dans ta personnalité. D'accord. Et quand les gens, moi quand je dis vous vous prenez trop la tête, je dis pas que c'est mal de se prendre la tête, et je dis ça dans le sens où vous avez trop de trucs à penser, c'est inhumain de pouvoir penser à ta synchro, ton rapport, ta technique, ta suggestion indirecte, ta posture, ton attitude, ton machin, ton truc, ton bidule. Oula, attends, mais c'est quoi les présupposés? Qu'est-ce qu'il dit? Et machin. Ah oui, attends, faut que je lui pose. Tu peux pas penser à tout ça en même temps, c'est pas possible. Donc ça fait, je dis, vous prenez trop la tête en termes de surcharge mentale. Je dis, ça c'est trop de trucs. Faut simplifier, revenir à la base. D'accord. Par contre, se prendre la tête, moi je me prends tout le temps la tête. J'aime bien penser, Ok. j'aime bien réfléchir beaucoup, comprendre l'humain, c'est une qualité, c'est ce qui fait que j'ai mon niveau d'expertise sur des sujets. D'accord.
Et c'est ce qui fait que je vais très vite en séance, que j'entends assez vite les présupposés, ce que racontent les gens, etc. C'est parce que je me suis pris la tête sur plein de trucs qu'aujourd'hui je les vois comme si, pour moi, c'est facile. Si c'est ton énergie, c'est pas de l'anxiété, c'est un trait de caractère. D'accord. Mon anxiété, c'est le fait que je parle trop. Ça, c'est Non, tu dis que c'est de l'anxiété, je suis pas sûr que ce soit vrai. Bah, moi, c'est ce que je traduis comme de l'anxiété. Et après, c'est une envie j'ai besoin d'avoir plein de savoir, de comprendre. Ça, je suis passionnée. Donc, ouais, il y a plein de trucs, quoi. Il y a dans ma tête, Ouais, bah, c'est bien ce il y que a je plein dis. de ça. Enfin, voilà, quoi. Pourquoi t'appelles ça anxiété? Bah, parce que ça devient anxieux, parce que j'ai l'impression que c'est la répétition. Enfin, bon, on n'est pas là pour faire ma Non, mais thérapie si c'est pour les important, autres. c'est parce que si tu crois tout ce que les gens te disent et tous les ayatollahs du bien-être et de ce que ça veut dire être soi et être bien, tu Mhm. vas dans le mur. Bah, Il y parce a, que, non, si, c'est hop, anxieux parce que je me hop, rends hop, bien hop. compte. Il y a rien qui dit qu'on peut pas être heureux en se prenant la tête et en réfléchissant beaucoup. Rien, nulle part. Mhm. Sauf dans les milieux du bien-être de merde, où il faudrait arrêter de penser, être dans l'instant présent. Ça, c'est des conneries. Si c'est pas ton énergie. Et le truc, si tu sais que t'es comme ça, et que t'en fais une force en cabinet, et que tu fais de cette faille, qui peut être anxiogène de temps en temps, mais elle est anxiogène que parce que tu décides qu'elle l'est. Tu comprends ce que je veux dire? Si t'arrives Oui, à oui, voir oui. ça comme une force, et que tu le mets dans ton travail en séance, Mhm. et que t'en fais même un jeu, tu dis, bon, attendez, moi j'ai tendance à parler beaucoup, hein, comme j'ai fait avec vous. Mais si je parle beaucoup, tu m'arrêtes, vous me dites hop hop hop, et on se marre, et t'as créé le rapport en 2 minutes. Parce que t'es parti d'une faille. Et c'est plus Ok, anxiogène, c'est utile. Tu comprends ce que je veux dire? ok. Heureusement qu'il y a des gens comme nous qui prenons la tête. On serait tous morts sinon. Si on était tous là à regarder les petits papillons voler et à faire des câlins aux arbres. Heureusement qu'il y a des gens comme toi et moi, tu vois. Ouais, en fait, Et- le truc, c'est que dans la société, entre guillemets, c'est un point qui peut être vu comme on est dérangeant. Moi, j'ai C'est ce que remarqué que souvent, je dérangeais. c'est bien ce que je dis. Eh ben, tu fais comme ça, ces gens-là, tu fais comme ça. Quoi? Fuck, on est tous différents, heureusement. On est des Ouais, survivants, des gens anxieux, hein. c'est vrai. Et donc, Bon, et c'est parce que tu crois les gens qui te disent que c'est pas bon. Et donc, ça renforce l'anxiété. Parce que derrière, ta mécanique va être, ah ouais, mais on me dit ça, mais c'est vrai, en fait. Et ce que tu as fait tout à l'heure, je t'ai coupé, hein. Ah ouais, mais en c'est fait, ça. si, c'est anxiogène parce que machin, et t'es en train de t'auto-anxiogéniser. Oui, oui, ça, c'est vrai. Ok. Donc, fuck. Il y a, on a que, les défauts, c'est que des excès de qualité. Cette anxiété-là, elle est une qualité dans 1 milliard de domaines, mais tu le vois pas, parce que tu Mhm. penses que c'est normal. Donc, on ne voit que ce qui va pas, parce qu'on nous le fait remarquer. Oui, Il y a combien de oui. personnes qui disent, ah, c'est une qualité quand même, c'est ce qui te permet d'apprendre, ouais, tu peux tester plein de trucs, tu machin, t'apprends. Personne te dit ça. On te dit, ah non, tu réfléchis trop. Va te faire Non, foutre si je le il fais. y a que ma Tu vois? psy qui me dit ça. Il y a que ma psy qui veut que je Ouais, mais fasse le diplôme de psy. Parce que, bah voilà, quoi, elle est persuadée que avec tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on potasse, enfin, tout ce que je potasse. Enfin bon, bref. Merci oui, mais beaucoup. attention à ces biais-là. Ma femme, elle fait psycho en ce moment. Elle montrait hier un cas. Elle doit, à partir d'un cas, définir dans le DSM c'est quoi le trouble. Alors déjà, moi, ça m'énerve ça. Je dis, bah, c'est pas, on n'a pas le ton. Donc il y a tout un texte, on voit que la nana, elle parle beaucoup. Moi, je dis, mais on ne nous dit pas combien de temps. Si elle dit tout ça en 1 heure, c'est pas pareil que si elle le dit en 5 minutes. Est-ce que c'est anxiogène? Parce que, enfin, le truc, c'était le truc de l'anxiété, justement. Mais on sait pas. Peut-être qu'elle a raison. Penser que si son boss, demain, il s'en va à la retraite, que ça va être compliqué pour son travail, qu'elle va perdre son mercredi, qu'elle pourra pas s'occuper de ses enfants. Il est où le problème de raisonner comme ça? Faudrait quoi être zen et se sentir complètement bien sans jamais anticiper l'avenir? Bah, les gens qui font ça, ils se prennent des murs sans arrêt. Ça sert à quelque chose aussi d'anticiper. Alors, pourquoi ce serait un trouble? Et pourquoi faudrait le changer? Selon qui? Selon quels critères? On change un truc que si c'est un problème au quotidien. Si Oui, ça te un bouffe, problème pour soi, en fait, ouais, pas pour les autres. si ça te bouffe la vie, je dis tu, mais c'est pour tout le monde. Si ça vous, moi c'est un des trucs que je dis au sujet tout de suite. Je dis, est-ce que ça vous pose problème au quotidien? Ou si c'est 2 fois dans l'année, il n'y a pas de sujet. Bienvenue chez l'être humain, vous êtes normal. Merci, au revoir. Et mine de rien, au cabinet, et même vous, là, les hypnos, vous venez avec des trucs qui ne sont pas un problème. C'est parce que vous pensez que ça en est. Parce que le fond de ça, j'ai écrit un article aujourd'hui sur mon blog qui s'appelle
La dictature invisible du bien-être, ça s'appelle. Ouais. C'est exactement ça le sujet. C'est qu'il faudrait être aligné, être bien, être machin, être mieux, plus qu'un machin, dans le non-jugement. Tout ça, c'est des conneries. C'est ça qui vous fait vous sentir mal dans la vie, en pratique. On a le droit d'avoir des défauts, d'avoir des failles, de temps en temps de pas se sentir bien, de machin. On veut quoi? Une vie lisse, plate, de bien-être et de bonheur et de joie. Ça n'existe pas. Et donc, si tu es, si tu as cette tendance-là, alors si ça te pose problème, que tu dors pas la nuit, que tu as des insomnies, que ton corps est tout le temps en tension, que ça te crée des problèmes physiques, ok, il y a un problème, on travaille le trouble de l'anxiété. Mais Ouais. si c'est parce que tu es en train de changer de carrière et tu es en train de te poser des questions sur ton avenir d'hypno, comment tu vas gagner ta vie, et que tu es quelqu'un qui a plutôt tendance à anticiper, bah c'est normal. Voilà, si tu veux que je te dise. Ça va faire Non, quoi mais en dessus? fait, oui, effectivement, c'est plus, ça va plus loin parce que moi, c'est vraiment des tensions. Après, ça va dans le dos, etc. Mais il y a quelque chose sur lequel je rebondis, c'est sur le fait, c'est l'environnement. Euh, Comme dans ma famille, il fallait que je sois bien, il faut que tout ça soit bien. Et comme là, en fait, je sors des tranchées, du coup, c'est un peu, je suis très rebelle. Et là, je me dis, ouh là là, faut assumer sa rébellion, quoi. Mais oui, en effet, c'est l'histoire que je me raconte, en tout cas. Oui, puis t'es pas vraiment rebelle, puisque tu crois à tout ce qu'on t'a dit. Tout à fait. Voilà. Bon. On se calera une petite séance de thérapie. Je vais pas monopoliser la Pas de place. séance. Non, mais c'est une bonne surface projective, parce que ce que tu évoques, je pense, ça sert à tout le monde. De toute façon, c'est toujours un peu les mêmes structures qui se jouent. Et, t'évoquais au tout début cette idée que tu voulais aider les gens à changer de carrière. Oui. Et des fois, c'est en le faisant soi-même qu'on aide les gens à le faire. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, alors parce que ça part d'une croyance. Avant que je ne rentre dans tout ça, je me disais, si t'es pas au top, si t'es pas la meilleure dans ton truc, ça sert à rien de venir donner des enseignements aux autres, alors que toi-même, en fait, t'as pas fait, quoi, en fait. Et ça, c'est un Oui, j'ai gros bien compris. jugement. Je m'en suis Non, mais rendu ça, compte. c'est les trucs que j'ai évoqués qui est le cas chez tout le monde. C'est ce qui fait que vous osez pas et que vous Ouais. hésitez, c'est que vous pensez qu'il faut être le meilleur. Et il y a aussi autre chose, c'est que, parce que moi, je souhaite essentiellement faire des consultations à distance et que bah, ça nécessite en fait une communication sur les réseaux sociaux et que sur les réseaux sociaux, c'est un peu le défouloir, l'exutoire en fait de tout ce que les gens n'arrivent pas comment dire, à gérer dans leur vie. Et du coup, bah, ouais, il faut faire face aux commentaires qui sont haineux, hargneux, enfin tout ça, quoi. Je sais pas, moi je publie tous les jours, j'ai pas de commentaires haineux et hargneux, donc D'accord. Je vais m'arrêter là, hein. Et puis, je travaille sur moi et je reviens. et quand bien même on s'en fout. Bref, voilà. Ok. Je laisse la place. Donc je sais pas si ça a répondu. Il y avait d'autres questions? Moi, j'en ai d'autres, oui. Est-ce que si je ne questionne pas une émotion qui passe, je passe à côté de quelque chose? Dois-je questionner en étant focus sur les émotions tout le temps, tout le temps, tout le temps? Alors ça dépend. Voilà. Et donc, en fait, je suis en train de faire tout mon cours sur l'expert du questionnement. J'ai un truc qui Voilà. s'appelle c'est la ligne de base qui est importante. C'est un truc de calibration. C'est-à-dire que quelqu'un, il a une ligne de base dans ce qu'il est et ce qu'il dégage. Si tu as quelqu'un d'hyper émotionnel en face de toi, tu vas avoir des émotions toutes les secondes. Donc c'est la ligne de base, elle fait comme ça. D'accord? C'est comme là, la ligne de base, comment elle s'appelle déjà? Avec Juanita. Juanita, euh, c'est quelqu'un qui parle beaucoup. D'accord? Donc je veux pas relever tout ce qu'elle dit, sinon on va pas s'en sortir. Mais si à un moment donné, je dis quelque chose, qu'il y a un espace de silence, je vais rebondir sur l'espace de silence. Parce que la rupture, elle est pas dans les mots, elle est dans l'absence de mots. Vous avez compris? Pour les émotions, c'est pareil. Si quelqu'un est très émotionnel, la rupture, elle va être dans les moments d'espace, dans les silences, dans les moments où il n'y en a pas. Quelqu'un qui est dans l'hyper-contrôle, par contre, donc à zéro émotion, qui est très distant, très machin, bidule, un haussement de sourcil, ça va être une rupture dans la ligne de base. Et donc là, je vais lui dire, tiens, qu'est-ce qui se passe là? Parce que c'est quelque chose de rare. Vous avez compris?
Et donc là où vous allez laisser embarquer dans plein de trucs, c'est que vous avez quelqu'un qui est assez émotionnel et vous allez vous embarquer dans tout ce qui passe. Et donc tu t'en sors pas. Alors que faut s'embarquer dans ce qui est exceptionnel dans la ligne de base. Ok? T'as répondu à la question, je pense. Faut faire très court, hein. Il y avait une autre question dans le Ouais, chat. sur la structure, différencier structure et. C'est quoi les différentes structures à identifier en Eh gros? ben, tu fais ma formation expert du changement et tu sauras. Voilà. Les Pas cher, structures, allons-y, pas cher. si tu as déjà vu les niveaux logiques de Robert Dills, non? Niveau logique, de Bateson même d'ailleurs, ça s'appelle les domaines de conscience, mais bon, peu importe. C'est un vaste sujet, hein. Les structures, c'est tout ce qui est pareil chez tout le monde, qu'on a tous. Donc, on a tous des peurs, on a tous des valeurs, on a tous des besoins, on a tous des croyances, on a tous des sentiments, on a tous des émotions, on a tous une spiritualité. Ok? On a tous des résonances émotionnelles, on a tous des surfaces projectives. Ça, c'est les structures. Qu'est-ce qui fait qu'on a des problèmes? C'est ça. Ça tient dans ces quelques mécanismes. C'est tout. Donc on fonctionne tous pareil, on a tous les mêmes mécanismes. Alors je les ai aussi dans ma formation questionnement, j'ai pas le slide sous la main et je pense pas que je le retrouverai facilement, mais c'est où se joue l'expression du problème et dans quelle structure, dans les différentes interprétations, etc. Parce que derrière, on a ces structures-là, et ensuite il y a comment on les interprète. Donc les gens, ils viennent en cabinet avec l'interprétation des structures. Vous suivez? Ce qui m'intéresse, c'est les structures. Comment ça marche. Et c'est assez complexe. Donc c'est pas... typiquement, les valeurs, souvent en formation, sont très mal enseignées. Je pense que c'est complètement à côté de la plaque. On parle très rarement des besoins. Les croyances, c'est souvent mélangé avec plein de trucs. Et donc, c'est des sujets qui demandent quand même un peu plus d'exploration que ça. Mais c'est ça la structure. C'est quel est le mécanisme humain qui tient le problème. Parce qu'on fonctionne tous pareil. Si on voyait sur Internet, on est tous uniques, on est tous différents. Non, non, on est tous pareils. On fonctionne tous de la même façon, sauf trauma, problèmes biologiques, etc. hein. Mais sinon, on est tous pareils. Et ces ensembles de mécanismes créent notre unicité. Mais la structure, on a tous la même. Typiquement, les peurs, je prends les peurs. On est tous tenus par deux grosses peurs principales. Il y en a d'autres, mais les plus importantes, qui posent le plus de problèmes en cabinet, c'est la peur du rejet et la peur de l'abandon. C'est tout. Tout le monde les a. Tout le monde les vit, plus ou moins fortement. La peur du rejet, ça va être la peur de la critique et du jugement. La peur de l'abandon, c'est l'absence. C'est-à-dire que dans le rejet, il y a eu, si on a peur du rejet, c'est qu'il y a eu action, quelqu'un qui nous a repoussé, qui nous a critiqué, qui nous a jugé. Dans la peur de l'abandon, il n'y a personne, quand on avait besoin de quelqu'un. Donc c'est des trucs qu'on retrouve dans quasiment toutes les séances, dans tous les problèmes affectifs et personnels. C'est tout. Ça, c'est deux structures majeures avec lesquelles on travaille en séance. Et qui sont des approches de travail complètement différentes. Les connaître, ça change la vie déjà, de base, je trouve. Voilà. On se prend un exemple, t'as telle croyance, t'as les métacroyances. Qui sont des sujets complexes, les besoins, c'est ça les structures. C'est bon? D'autres questions? Moi, je continue, hein. J'en ai plein. Y a-t-il un véritable lien entre questionnement et changement pour toi? C'est pas cette question un peu brouette, excusez-moi, mais un lien entre questionnement et changement. Je comprends pas la question. Moi, je suis très spécifique. Est-ce qu'on peut amener, à mon avis, enfin, moi, comme je l'interprète, est-ce qu'on peut amener du changement uniquement par le questionnement? Bah oui. C'est même une approche, ça s'appelle le clean language. Il y a un super podcast là-dessus. Et puis le questionnement. Je veux dire, tu peux faire ça si tu veux. Moi, j'aime bien mélanger parce que je trouve que c'est un peu lent quand tu fais du questionnement, puis ça fait un peu chiant, ça fait un peu psychanalytique. Mais là, à mon avis, le questionnement, c'est la base. Mais c'est pas le questionnement le sujet, c'est l'écoute. La plupart des gens, ils cherchent à travailler le questionnement. C'est pas le questionnement qu'ils doivent travailler, c'est l'écoute. Parce que pour écouter correctement, il faut d'abord sortir de soi. C'est hyper dur. Parce que c'est dans ce qu'on laisse passer, l'air de rien, que se jouent les problèmes des autres.
Parce que si je suis d'accord avec mon sujet, je ne vais pas relever quelque chose qui ne me paraît pas normal. Vous avez compris? Alors que c'est souvent là que va se jouer le problème. C'est quasiment ce que j'ai fait depuis tout à l'heure. À chaque fois, je remets en question vos questions. Parce que j'écoute ce qu'il y a dans la question. J'écoute pas la question, j'écoute ce qu'il y a dans la question. Et ce qu'il y a dans la question, c'est le problème. C'est la structure. Vous avez compris? Vous avez comprendu? Vous avez compris? Et donc, et écouter, c'est pas juste écouter le contenu, c'est écouter ce qui est pas dit, ce qui est dit dans ce qui est pas dit, le non-verbal, le paraverbal. Pour ça, il faut aussi un peu d'expertise, prendre des mécanismes. Ça vient avec le temps. Moi, c'est mes clients qui m'ont appris le plus. Parce que je les ai questionnés. Cette idée de comment vous faites. Parce qu'un jour, je me suis dit, j'avais une petite jeune anorexique et une nana en obésité morbide. Dans la même semaine, le même cliente. Je me dis, putain, si l'une pouvait apprendre à l'autre comment elles font, ce serait vachement sympa. Donc ça les a pas aidés. Mais sur le fond, moi, ça m'a aidé à changer ma posture de questionnement. C'est vraiment comment vous faites pour avoir le problème. Et ça aussi, c'est les approches souvent orientées hypnose-solution, c'est qu'on mélange l'approche orientée solution avec l'absence de problème. Toutes les approches thérapeutiques partent du problème. C'est quoi le problème? Une fois qu'on a le problème, l'approche orientée solution, c'est dans quel cas vous l'avez pas et ça fonctionne, et on construit à partir de là. Mais c'est pas le tout positif, la pensée positive, ça marche pas. C'est quoi le problème? Sauf que c'est pas ce qu'on nous a enseigné. Dans la plupart des écoles où je suis passé, on n'enseigne pas ça. On dit, c'est qu'est-ce que vous voulez? On s'en fout de ce que tu veux. En thérapie, 99% des gens, ils veulent plus quelque chose. Ils viennent enlever un problème. Ils ont un problème, ils veulent le résoudre. Mais pour pouvoir résoudre un problème, il faut savoir lequel c'est. Typiquement, je reprends la confiance, c'est un truc que je donne classiquement. La confiance, ça n'existe pas. C'est un leurre. Donc déjà, de dire bonjour, je vais avoir confiance en moi, c'est un problème. Parce que dans cette demande-là, il y a très souvent, je voudrais ne pas avoir à faire toutes les étapes nécessaires pour développer ma compétence, mon expertise et me sentir à l'aise dans ma pratique. Ça n'existe pas. Obligé de passer par là. Il n'y a pas un enfant qui dit « Bonjour, je voudrais courir le marathon ». Je comprends pas, j'y arrive pas, je trébuche chaque fois que j'apprends à marcher. Ça n'existe pas. Tu fais pas Roland-Garros alors que tu n'as jamais joué au tennis de ta vie. C'est normal dans plein d'activités, mais dans la thérapie, bah non. Surtout dans l'hypnose. Non. Il faudrait sauter tout ça et d'un coup, sentir très bon dans son domaine. Ça n'arrive pas. C'est possible. Donc la demande de base, déjà, elle est fausse. Les gens, quand ils disent « je dois avoir confiance en moi », ils vous disent « bonjour, je voudrais être sûr que ». Demande irréaliste. Donc déjà, on travaille à côté. Je me suis emballé, mais je pense que ça vous concerne un peu. Pour ça, je le dis. Quand on travaille avec quelqu'un et qu'on a peur de faire les séances, c'est parce qu'on se dit « je voudrais être sûr que ça se passe bien et que ça fonctionne ». Bah, j'ai un scoop pour vous, c'est pas possible. C'est pas. Il n'y a que quand tu acceptes l'incertitude que tu peux avoir confiance en toi. Là, on est sur un pilier d'évolution et pas sur un pilier de conditionnement, pour revenir. Alors que si on travaille sur l'estime de soi, on est plus souvent sur des piliers de conditionnement, parce que l'estime de soi, elle a souvent été conditionnée par l'éducation et le système. Alors que la confiance en soi, c'est un regard évolutif sur ce que ça veut dire la confiance en soi, la différence entre la confiance en soi, la certitude, l'acceptation de l'incertitude. On est sur une approche du stoïcisme, de philosophie de vie, etc., qui n'a rien à voir avec un conditionnement. Vous sentez la nuance? Pour illustrer un peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Voilà. C'est bon? Je sais même pas combien de temps ça dure. Si, 1h30, normalement. Ah bah voilà. Ah voilà, parfait. Merci. Il n'y a pas d'autres questions, c'est bon? Autre question? Si, plein de problèmes. Tu conseilles plutôt questionnement ou changement en premier? Ça dépend de votre questionnement, c'est dense, un peu compliqué. Je vais la revoir là en plus. Je vais les faire en cohorte, c'est-à-dire qu'on avancera ensemble dans le programme parce que c'est quand même assez dense. À mon avis, le plus simple pour soi et pour la pratique,
c'est expert du changement. La formation sur l'écoute, c'est expert du questionnement. C'est pas l'expert du questionnement, mais c'est le travail sur l'écoute, sur le travail sur soi, sur l'alignement, sur écouter les gens, arrêter d'essayer de changer des traits de caractère chez les gens, parce que ça, c'est un problème majeur. Je vais finir là-dessus. Moi, ce que j'ai en tout cas, c'est que je constate chez vous, chez les stagiaires, les thérapeutes en général, c'est que et chez les clients, c'est que les gens essayent de changer des choses qui sont de l'ordre du trait de caractère. En gros, vous êtes né avec, et les gens essayent de devenir quelqu'un qu'ils ne sont pas. Ça marche pas. On ne peut pas tout changer dans la vie, ça n'existe pas. Ça. Si on dit on peut devenir ce qu'on veut, c'est pas vrai. On a des trucs qui sont là depuis qu'on est tout petit. Moi, j'ai 4 gamins, les 4 à la naissance, le troisième jour, tu voyais qu'ils n'étaient pas pareils. Pas la même façon d'aborder la vie, de penser, de réfléchir. Donc, si tu es quelqu'un qui parle beaucoup, qui a une tendance un peu anxieuse, peut-être que ça partira jamais, ça peut se réduire et s'atténuer si c'est un problème, parce que c'est une mécanique. Et vouloir l'enlever et la jeter complètement, c'est ça qui génère de l'anxiété problématique. Vous comprenez ? Moi, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Je suis pas un anxieux, moi, j'anticipe pas trop l'avenir, etc. Par contre, je suis un perfectionniste et j'aime bien aborder tous les angles d'un sujet. Donc, quand tu me branches sur un truc, j'ai une pensée en arborescence, ça part dans tous les sens, vous avez dû le remarquer. Je me dis, ah putain, faut que je dise ça, mais si je dis ça, faut que je dise ça, faut que je dise ça, et ça pose plein de problèmes parce que je dis, je vais pas écrire un article parce que il faudrait que j'en écrive 500 pages. Et comme j'ai la flemme d'écrire 500 pages parce que je suis un feignant, bah, j'écris rien. Donc maintenant, j'écris tous les jours et je me force à une petite discipline d'écrire quotidienne, justement pour sortir de ce mécanisme. Mais ce mécanisme de fond, de vouloir tout savoir, tout comprendre sur la vie, sur l'univers et sur le changement, ça partira jamais. Parce que c'est pas moi. Mais il y a des gens qui sont pas du tout comme ça. Et donc, essayez pas de changer qui vous êtes. La base, c'est la connaissance de soi. D'abord. Après la thérapie. Tadam! Voilà. Parfait. Sur ce, bonne journée à tout le monde. Merci. Merci à tous. Et comme ça, je vais pouvoir aller aux toilettes. Voilà. Salut. Merci beaucoup. Bisous. Salut. Ciao.